J'ai toujours pensé qu'il n'existait pas une réalité, un chemin, une histoire, mais des réalités, des chemins et des histoires propres à chacun. Là où tu vois une colline, un autre voit une montagne. Là où tu vois une montagne, un autre voit une colline. Nos histoires sont faites de décisions, de victoires, de déceptions et bien plus encore. Ce n'est pas parce qu'on ne vit pas la même chose qu'on ne peut pas se comprendre. Tout commence par un échange. Puis vient l'inspiration, l'identification, la prise de conscience et l'évolution. Et maintenant, découvrons ensemble chaque histoire. Nice. Ouais, très Nice. bien. C'est bien. J'attends le clap de début. Exactement. Bah, écoute Stéphane, très heureux de pouvoir t'accueillir dans Alors c'est quoi ton histoire. Évidemment, on commence par ce que tu sais. Le clap. Le Et clap. oui. 1, 2, 2, 3. 3. Ah putain, excellent. Non, Là, je pour, savais qu'on serait en harmonie, toi et moi, c'est bon. C'est excellent, ça s'est avéré là. Bah, écoute Stéphane, très heureux de pouvoir t'accueillir là et pouvoir retracer un petit peu ton parcours, pouvoir voir les événements, les décisions, les choix qui t'ont construit et qui t'ont amené à être l'homme que tu es aujourd'hui face à moi. Et pour pouvoir... Ravi d'être ici et d'en parler avec toi. Bah, let's go. Et avant de pouvoir aller un petit peu plus loin, évidemment, on va passer par le speedrun question. Le fameux. On va apprendre à se connaître. Souvent, quand on voit une personne, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est le résultat de tout un processus. C'est le résultat de tout un parcours qui mène une personne à être là aujourd'hui. Et pourtant, dans ces décisions, pour prendre ces décisions, il y a eu des choix. Et ces choix, on ne les connaît pas forcément parce que finalement, on se retrouve face à la personne avec les choix déjà faits. Et donc, ce qui va nous intéresser, c'est le chemin que ça a pu tracer. Et donc là, Stéphane, on commence doucement, sûrement, avec le speedrun question. Ton prénom? Stéphane. Ton âge? 29 ans. 29 ans. Ta profession aujourd'hui? Je suis cofondateur d'une agence de voyage adaptée pour les personnes qui ont un handicap moteur et ou une cérébrolésion. D'accord. Comment ça s'appelle? Just Travel. Just Travel. Pourquoi Just Travel? Alors, c'est une contraction de nos prénoms avec justement ma compagne qui s'appelle Julie. Donc, Julie et Stéphane, Just Travel. Et il y a aussi la connotation de simplement voyager, juste voyage, même si tu es en situation de handicap. Voilà, il y a un peu... tout est accessible, grâce à nous. Mais l'idée, voilà, c'est d'ouvrir un peu le champ des possibles du voyage pour ce type de personnes qui partent très peu en vacances. Et moins que la norme. Et d'où vous est venue cette idée-là? Je vais déjà commencer à parler sur mon histoire alors. Mais en gros, mon frère a eu un accident de rugby il y a 8 ans maintenant. Et donc en fait, pendant sa phase de rééducation, puis de réanimation, etc., il m'a simplement demandé de l'emmener en vacances. Et donc de là, je l'ai accompagné sur un séjour d'1 semaine en Espagne. Puis on est revenu en France, il en a parlé partout dans son centre de rééducation. Et en fait, quelques mois plus tard, ils m'ont demandé de repartir et de l'accompagner lui, mais aussi un autre jeune du centre. Et sur le chemin du retour, je me suis dit, OK, j'ai trouvé ce que je veux faire désormais dans la vie. Ah ouais. Donc voilà d'où ça vient. Excellent. Belle vocation. Si je te disais aujourd'hui que l'univers va conspirer à réaliser un de tes vœux, ça serait quoi ton vœu? Franchement, il va être en lien avec la mission que je porte là actuellement. Je l'élargirai quand même un peu plus parce que il y a aussi les personnes en situation de handicap qui sont par exemple une déficience intellectuelle et qui représentent un plus grand nombre de personnes. Mais ce serait globalement d'améliorer les vacances des personnes qui sont en situation de handicap. Ouais. Donc c'est vraiment quelque chose que j'aimerais même moi révolutionner. Là, je sors d'un colloque de 2 jours sur ces thématiques-là. Et c'est vraiment quelque chose qui me porte dans mes missions aujourd'hui. Je crois que c'est plus facile c'est plus facile de juger que de comprendre. D'un premier sens, il n'y a pas longtemps, j'étais dans un hôtel et il y a une dame qui débarque dans l'hôtel en conférence au téléphone, visio, qui montre l'hôtel, et j'étais dans le lounge d'entrée, comme si c'était chez elle. Qui montre tout, qui filme, qui parle très fort, qui dit « Ah ben regarde, là, il y a ça à manger, il y a ça à voir. » Et au début, vraiment, je me dis « Mais où est-ce que je suis ?» Enfin, presque même, est-ce que je vais aller la voir, etc. Et en fait, petit à petit, je me dis « Mais peut-être c'est la première fois de sa vie qu'elle part en vacances. Peut-être qu'elle n'est pas du tout habituée. » Et en fait, de se demander ça, en fait, je me dis « Ouais, effectivement, de prime abord, on a tendance à juger.
Et en fait, et j'essaye de changer ça, bien sûr, comme je l'ai dit là dans l'exemple, on n'arrive pas directement à ça, et donc je tends vers ça, mais d'essayer vraiment de comprendre, de se mettre à la place de l'autre personne, et ça fait aussi qu'on a une perception après qui est différente par rapport aux gens. Donc voilà pourquoi juger avant de comprendre. Et c'est quelque chose dont tu t'es rendu compte à quel moment? Parce que là, tu as donné cet exemple-là. C'est quelque chose dont tu t'es rendu compte par ailleurs, ou c'était à ce moment-là que tu as eu... Non, je pense que c'est un moment qui l'illustre bien, donc c'est pour ça que je l'ai mis en avant. Non, je pense que c'est vraiment presque dans toutes les situations de la vie, hein, malheureusement. Même là, je pense que là, je suis dans une démarche, c'est aussi pour ça que je suis là depuis 1 an, de plus raconter mon histoire et de plus mettre en avant les choses qui me tiennent à cœur. Et donc même d'être plus transparent de manière générale. Et du coup, je trouve que ça a un impact. Les gens se disent « Ah mais oui !» Du coup, moi, je projetais ça sur toi ou cette chose-là. Et en fait, pas du tout. Et donc, j'ai vraiment eu même des messages par rapport à ça où on vient me dire « Mais ah bon, c'est pour ça que tu fais ça, je ne pensais pas, etc. » Forcément, peut-être quand on voit école de commerce en tourisme et qui sort par exemple, moi, dans mon cas, je suis éducateur spécialisé. Donc, j'ai fait une école en travail social. Et à la fin de mon école en travail social, je suis dans une école de commerce. Donc, à un moment, on peut se dire « Mais attends, mais c'est super bizarre. » Et du coup, est-ce que, par exemple, de vouloir faire du commerce sur les vacances des personnes sur handicap, est-ce que c'est quelque chose de sain ou pas? Enfin, il y a vraiment toutes des questions par rapport à ça. Et donc moi, à mes yeux, complètement. Et pour d'autres personnes, c'est complètement fou que ce soit quelque chose qui appartient au secteur marchand. Et donc du coup, dans mon sens, j'essaie un peu de faire comprendre pourquoi moi, je développe cette chose-là. Et donc par quel biais je le fais, pourquoi je le fais. Et donc ce pourquoi, il est très important et il permet aux gens de comprendre, par exemple. Donc c'est un cas différent dans un hôtel d'une dame qui parle très fort. Ouais, je comprends totalement. C'est quand la dernière fois que tu as rigolé? Waouh, je pense qu'il y a 5 minutes. Mais non, je suis quelqu'un qui rigole quand même souvent. Ouais. J'essaye justement, on le dit, hein, si on rigole un peu, normalement, on gagne de la vie. Donc moi, challenge être immortel. Donc c'est parti dans J'ai le même challenge. Hein. Ah voilà, un petit 200 ans en vrai, je pourrais m'y faire. Ouais. Mais non, franchement, après on peut pas dans toutes les circonstances, etc. Quoique. Mais l'idée c'est que d'essayer de se saisir des petits moments comme ça qui sont sympathiques, comme celui-là pour en rire et voilà. Et à contrario, c'est quand la dernière fois que t'as pleuré? La dernière fois que j'ai pleuré. Ok, j'ai une fois où j'ai pleuré, mais j'ai beaucoup pleuré. Et donc, c'est pour ça que je m'en rappelle. Peut-être qu'il y a eu d'autres fois, mais c'était un peu moins. En gros, il y a 1 an et 1 jour. Ah ouais? Ouais, précis. Hein. Très précis. Ouais, il y a 1 an et 1 jour. En fait, j'ai mis mon frère sous curatelle parce qu'il était dans une situation très compliquée, etc. Et ça faisait des mois que j'essayais justement qu'il y ait cette solution qui allait au final le rendre plus libre. Donc c'est très... Et d'ailleurs, c'est un de mes premiers posts LinkedIn. Et donc j'ai commencé à annoncer ça aussi à ce moment-là. Donc on revient aussi sur la transparence, que c'est pour ça que j'ai dit à peu près 1 an. Et en fait, ce jour-là, on a pu reconnaître à travers la procédure, etc., à quel point c'était bénéfique pour lui. Et lui-même a pu mettre en avant tous les intérêts de la mesure. Et en fait, ce moment était tellement fort pour moi que j'étais devant la juge, à côté de ma famille, etc., je ne faisais que pleurer. Mais vraiment de soulagement, de joie, de tristesse de tout ce qui s'est passé, de toute la situation en fait. Et vraiment, c'était un sanglot, mais peut-être même le plus grand de toute ma vie. Vraiment. Ouais. Et mais voilà, c'est un vrai moment où, du coup, qui était très très fort pour moi. Je pense qu'il y a eu d'autres moments, mais voilà, même je pense de toute ma vie, c'est celui-là que je devais retenir si je devais retenir une fois que j'ai pleuré. Et quel est le sentiment que ça a procuré à ce moment-là? Est-ce que tu t'en souviens, toi? Ah ouais, le soulagement. Ouais. Ah, c'était le soulagement, mais il y a eu... Ça s'est fait en plusieurs étapes, forcément. Donc, je sais pas si c'est intéressant que je détaille, mais quand on veut mettre une personne sous curatelle, donc il y a toute une procédure à faire. On peut pas... c'est pas nous qui décidons. Et donc, par la suite, il y a la 2e étape où il y a un expert qui va rencontrer la personne. Et donc, mon frère, à ce moment-là, en plus, on n'était plus en contact à cause de cette situation qui existait. Et donc, du coup, il a été rencontré par un expert. Et quelques mois, semaines plus tard, j'ai reçu un mail en me disant que l'expert avait préconisé une curatelle renforcée. Et donc, déjà, à ce moment-là, ça a été le premier truc de me dire « Ok, je suis pas fou. Ok, je suis pas le seul. Ok, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. » Et donc, du coup, ça a été le premier soulagement.
Par la suite, la situation était tellement compliquée que du coup, il a été mis sous sauvegarde de justice. Donc ça veut dire qu'entre guillemets, forcément, on le sait, on est en France, la justice, elle met du temps à se mettre en place. Et donc, en fait, ça permet, d'avant que la personne ait la mesure de protection, de pouvoir être déjà protégé. Donc, il a été sous sauvegarde de justice. Et donc là, à ce moment-là, du coup, il était protégé. Du coup, là, c'est le moment où lui, il m'en a beaucoup voulu. Et donc, on a pu en parler par la suite. Et en fait, il s'est écoulé plusieurs mois jusqu'à venir sur ce jour J avec la mesure qui était annoncée, avec lui qui adhérait à la mesure qui existait depuis quelques mois. Lui qui avait pu ouvrir les yeux, se rendre compte de tout de la situation dans laquelle il était. Et donc, le fait qu'il y ait tout ça, il y a la magistrate, enfin la juge, qui m'a proposé d'être subrogé curateur. Donc, en fait, il y avait un cabinet de tutelle qui va s'occuper de la mesure. Et moi, en fait, je suis censé surveiller que la mesure se passe bien, collaborer avec le mandataire, etc. Et donc, du coup, on me proposait ce rôle-là. On mettait en avant que c'est moi qui étais à l'initiative de tout ça pour le bien de mon frère. Mon frère était ravi et mettait en avant les bienfaits. Enfin, voilà, c'était un soulagement total et vraiment un sentiment incroyable que j'ai jamais été soulagé à ce point. Acier ou élastique? Plutôt élastique. Pourquoi élastique? Parce que l'acier, c'est trop rigide. Alors que l'élastique, il permet un peu le soi comme l'eau de Bruce Lee. Qui permet un peu de... C'est ça. Non, mais vraiment, je pense qu'il faut vraiment... moi, le maître mot, je pense, dans ma vie, c'est vraiment l'adaptation. Et en fait, d'être élastique, ça permet de beaucoup mieux s'adapter que l'acier. Donc, c'est pour ça que c'est sur ce terme-là que je le choisis. Voilà, j'ai pas de choses particulières. Après, en plus, ça permet aussi de le lancer sur des gens. Donc, vu que je suis un peu taquin dans la vie, double utilité. Si je lance l'acier, ça risque d'être... Les dommages vont être un peu trop grands. Un peu trop. Donc, voilà, ça permet de mesurer. Et est-ce que... parce qu'on dit souvent que l'élastique, quand tu les tires, ça revient à sa forme initiale et c'est souvent associé à la résilience. Est-ce que tu penses vraiment que dans la vie réelle, il est possible d'avoir cette capacité de pouvoir avoir cette résilience, donc de pouvoir s'étirer et de retourner à son état initial? Déjà, c'est un phénomène qui est étudié, c'est l'homéostasie, donc ça a même un mot, le fait de, quand il y a une situation, de partir... du coup, de s'étirer, puis après de revenir à sa forme initiale. Mais au-delà de ça, moi, le concept de résilience, c'est quelque chose qui me caractérise beaucoup et vraiment un principe que j'aime énormément. Ça fait aussi penser à la culture japonaise, avec, j'oublie toujours le terme, mais c'est l'art de réparer les objets. Le kintsugi, voilà, merci beaucoup. L'art de réparer les objets et de les mettre justement en or pour montrer que justement ça nous sert. Non, moi j'y crois énormément et en plus de ça, je pense que c'est aussi une manière de se définir. En fait, souvent on a tendance à mettre en avant nos réussites plutôt que nos échecs ou nos moments de doute ou les moments qui sont les plus compliqués. Et en fait, c'est aussi une manière que moi j'ai de pouvoir les sublimer, en fait, d'en parler, c'est aussi pour ça que je suis là aujourd'hui, mais d'en faire quelque chose. Et en fait, comme de la création de cette agence de voyage, moi, il vient d'une douleur incommensurable que j'ai eue. Et en fait, à ma manière, j'utilise peut-être même la résilience pour en faire quelque chose de plus grand et qui me dépasse et qui me motive au jour le jour. L'image est vraiment très forte parce qu'effectivement, une fois que tu es cassé, tu peux te réparer et faire quelque chose de bien et de beau après et qui a de la valeur aussi après. Mais je pense que, et ça va, réparer sur un objet, effectivement, c'est facile de le mettre en avant. Sur de l'humain, c'est quand même différent. Et je trouve que même, en fait, il ne faut pas forcément... Christophe Forêt, c'est l'expert, pour moi, même le gourou du deuil. Donc, la résilience, ça peut aussi faire partie de la phase de deuil. Et qui dit qu'en fait, après un deuil, notamment traumatique, lui, il est spécialiste sur perdre un enfant, voilà, ce genre de choses. Et en fait, on va pouvoir se reconstruire, mais des fois peut-être un peu plus bas, des fois peut-être un peu plus haut. Ça dépend de comment se sera saisi justement de ce processus de deuil-là. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que cette phase de réparation, moi, je trouve aussi énormément de beauté à cette fragilité, à ces moments où on ne sait pas comment interagir avec les autres, à ces moments où on n'est pas encore reconstruit en fait, et où du coup on est en train de le faire, parce que malgré tout, comme tu l'as dit, l'élastique, faut toujours qu'il revienne, même si on n'en a pas l'impression, petit à petit, ça arrive toujours. Et donc en fait, même ces fragilités-là, même quand on n'est pas encore réparé, je trouve qu'il y a quand même quelque chose qui se dégage et qui est intéressant, même à observer, et à voir comment les personnes, voilà, je ne suis pas encore réparé.
ça va venir. Je sais que ça va prendre du temps. On dit, la formule magique, c'est toujours le temps. Ouais. Mais du coup, qu'est-ce qu'il y a pendant et comment je m'en sers? Et tu vois, là, j'en parle. L'accident de mon frère, tout ça, c'était il y a 8 ans. Tu vois, pendant 5-6 ans, j'en parlais pas. Quand j'étais à l'école d'éducateurs spécialisés, il y avait un peu ce côté... mon frère, par exemple, il a eu son accident et puis il a été beaucoup dans les hôpitaux à Nice. Moi, je voulais absolument... Moi, je donne du sens absolument à tout. Je sais pas, j'essaye tout. Enfin, en tout cas, beaucoup. Et donc, par exemple, j'ai cherché de faire éducateur spécialisé à Nice. J'ai postulé dans aucune autre école. Je savais à l'endroit où je voulais être. C'était vraiment... Il fallait donner du sens, il fallait que ce soit là-bas. Et donc, du coup, quand je commençais à être dans cette école, on a beaucoup de formations sur le transfert. On a beaucoup d'informations sur... Oui, on entend beaucoup. De toute façon, les éducs, c'est qu'ils ont quelque chose à réparer s'ils sont là, etc. Et en fait, il y avait même un peu cette forme de honte d'être déjà, par exemple, concerné par le monde du handicap, peut-être même d'avoir grandi dans une famille monoparentale avec une mère qui peut galérer. Et donc, il y avait un peu ce côté, écoute, moi, je dis rien. Et comme ça, je suis pas cet exemple-là, etc. Donc, c'est pour ça que je dis même une honte qui est ressentie. Alors qu'en fait, maintenant, j'en suis hyper fier. Ouais. Et donc, tu vois, ça, il n'y a que le temps. Et peut-être que maintenant, je suis réparé. Et qu'à l'époque, ce n'était pas du tout le cas. C'était pas le cas. Tu vois genre, et peut-être pas. Parce que peut-être que si j'en parle là, c'est que soit c'est vouloir donner une autre dimension, soit c'est peut-être aussi encore une manière de réparer. On n'en sait rien, en fait. Parce qu'on se croit fini, etc. Mais en vrai, on n'en sait rien du tout. Ouais. Ouais. Si tu pouvais parler à une entité aujourd'hui, le temps, ça peut être le vent, ça peut être une matière, ça peut être tout ce que tu souhaites. Ok. Tu parlerais à quelle entité? Je pense que je parlerai à la justice. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans... Mais on parlait tout à l'heure d'essayer justement de comprendre plutôt que juger. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas de sens pour moi. Enfin, tu vois, je pense à une musique de Scylla à ce moment-là. Et c'est un rappeur belge que j'aime beaucoup. Et donc, il y a beaucoup de musiques qui sont en lien avec la résilience. Enfin, si vous avez besoin d'écouter des musiques, je vous recommande si vous aimez bien le rap. Et du coup, il dit, mais dans une de ses musiques, par exemple, ok, je comprends par exemple de devoir faire la guerre, mais quel sens d'arracher les parties génitales de quelqu'un? Et donc, c'est vrai qu'il y a plein de choses qui n'ont pas de sens à nos yeux à l'heure actuelle. Et du coup, j'aimerais bien parler avec la justice. C'est pour ça que je l'emploie à ce terme-là, pour se rendre compte pourquoi ces choses-là arrivent, quel sens il y a derrière tout ça. Parce que je suis profondément convaincu que tout a un sens. D'ailleurs, c'est le nom de cette musique. Et du coup, que les choses n'arrivent pas par hasard. Et donc, en tout cas, que nous, de toute façon, en tant qu'être humain, je pense que quand on commence à s'intéresser un peu à la vie, à la philosophie, c'est pour donner du sens à notre existence. D'ailleurs, c'est un des podcasts qui est sorti il n'y a pas longtemps. Exact. et donc, du coup, il y a vraiment ce côté de voilà, quand quelque chose arrive, il ne peut pas juste arriver sans avoir de sens. Et donc, c'est pour ça que je parlerai à la justice, pour peut-être que dans 1000 ans, peut-être que quand je serai mort, bon, j'ai dit que je serais immortel, mais voilà, vous avez compris, que peut-être que je pourrais avoir accès à ces connaissances-là et à comprendre pourquoi c'était nécessaire que ces choses-là arrivent. Donc, c'est pour ça, je pense plutôt la justice. Et puis, je suis quelqu'un qui est profondément révolté par l'injustice. Et donc, du coup, ça m'aiderait peut-être aussi à peut-être mieux comprendre certaines choses. Ouais. Et aujourd'hui, si je te demandais quelle est la couleur qui pourrait venir en tête de toutes les couleurs que tu connais, etc. Pour toi? Le jaune. Le jaune. Le jaune, c'est ma couleur préférée. Ça, je trouve que ça... Bon, là, je suis pas habillé en jaune, mais j'ai ma valise jaune ici. Elle est jaune. Et non, il y a vraiment quelque chose, je trouve, de... Mais déjà... C'est un peu la joie, c'est l'énergie et c'est un peu ce qui me ressemble, je trouve, le plus. Si je devais choisir une couleur pour me définir. C'est aussi ma couleur préférée, donc ça tombe bien. Mais il y a même quelque chose aussi de l'ordre de l'enfance. Quand j'allais à l'école, tous les jours de la semaine, ils avaient une couleur. À l'époque, on allait à l'école le samedi matin, pour les plus vieux d'entre nous. Et du coup, c'était horrible. Mais c'était génial, non. C'était horrible dans le sens où quand, au départ, quand il fallait travailler. Mais après, nous, dans notre école, c'était pas le travail. C'était t'apprenais à faire du vélo. Ok, nous, c'était pas ça. Nous, vraiment, mon souvenir, c'était des exposés. Ouais. Et donc, du coup, tu choisissais vraiment un sujet de ton choix. Et du coup, j'avais fait un exposé. Écoute bien le précurseur. J'avais fait un exposé sur le pangolin.
Ah ouais. Avant le Covid, qui connaissait le pangolin? Donc non, il y avait vraiment un truc. Et en fait, ce jour-là, le samedi, qui était vraiment pour moi le jour de la créativité et à la fois du savoir et du partage avec les autres, etc. Et ben, la couleur du samedi, c'était le jaune. Ouais. Et donc, je pense que ça a aussi joué au fait que ce soit vraiment une couleur qui, pour moi, symbolise énormément de choses, y compris ça, mais là, je le sors parce qu'on en parle et j'avais jamais fait le lien forcément avant maintenant. Ouais. Mais voilà, c'est quelque chose que je trouve de très positif. Ouais. Et donc, si tu pouvais définir le jaune, ça serait en 3 mots, ça serait la joie. Alors, la joie. La joie, je le mettrais plus blanc. D'accord. Je sais pas pourquoi. Ok. Non, je mettrais l'énergie. L'énergie, d'accord. En 3 mots, je mettrais. Le dynamisme. Mais bon, D'accord. ça rejoint un peu l'énergie, mais. Énergie, dynamisme et le sourire plutôt que la joie. D'accord. Parce que je sais pas pourquoi. Je devais donner une couleur au sourire, ce serait le jaune. Rêve jaune. Ouais, tu vois. Peut-être. Alors que tu vois, rien à voir, mais il y a un truc. Ouais. Parce que je te pose cette question-là parce que récemment, j'ai j'ai un ami qui m'a fait un test de personnalité qui me disait alors, voilà, il y a plusieurs questions, mais ça tombe sur la couleur et il me dit exactement de la même manière, donne-moi ta couleur préférée et les 3 mots qui définiraient cette couleur-là. Et en fait, la couleur, c'est toi, et du coup, les 3 mots, ça te définit toi. Ok. Ah ben, tu vois... comme je disais, ça prend tout son sens, finalement. Je disais que ça pouvait être une couleur qui était ma préférée et qui me ressemblait. Ouais. Mais pour autant, moi, si c'était moi, je serais plutôt gris. Ah ouais. Nuancé. Le côté de la nuance, c'est important ça. Franchement, je pense que pour compléter par rapport à cette chose-là, je pense qu'il y a plusieurs couleurs qui nous définissent. Et effectivement que le jaune en fait partie. Mais je mettrais du jaune, je mettrais du gris, parce que vraiment le gris, entre justement les bons moments et pour opposer le blanc au noir, forcément, et aussi le mauvais moment pour la résilience. Parce qu'il y a une couleur pour moi, une couleur qui exprime la résilience, c'est le gris. Le fait de se servir aussi des choses plus sombres, plus noires, pour en faire quelque chose de beau et de lumineux. Donc tu vois, je pense que ça dépend. Je pense qu'il y a vraiment plusieurs couleurs qui définissent, mais si je devais choisir, j'aimerais bien mettre une touche de jaune dans mon gris. Tu vois. Ça ferait un beau jaune gris ou un beau gris. Ouais, un gris coloré. Exactement. Est-ce qu'il y a quelque chose aujourd'hui qui te hante? Plus maintenant. Il y a quelque chose qui m'a hanté pendant un petit moment. Bon, on va arriver là, mais en fait, du coup, quand il y a 5 ans, jour pour jour aujourd'hui, j'ai perdu ma maman. Et du coup, donc sur le coup, il y a toujours, souvent on a des regrets, il y a des choses qu'on aurait aimé faire, passer plus de temps, etc. Mais moi, en fait, dans ma tête, j'étais dans une relation très conflictuelle avec ma maman. Et à la fois, et en fait, l'image que j'avais des conflits, elle prenait presque toute la place. Et en fait, il y a 1 an, donc 4 ans plus tard, je me suis dit, mais de toute façon, j'ai pas supprimé le numéro, j'ai pas supprimé les messages, et de toute façon, je les enlèverai jamais. Mais je vais les relire. Et en fait, en lisant tous les messages que je t'ai envoyés, etc., je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait que de l'amour. Et en fait, que ma perception de notre relation et des conflits qu'il pouvait y avoir, certes, il y en avait, mais à la fois, notamment pour s'occuper de mon frère, il y avait énormément d'amour et de compréhension et de choses de l'un de l'autre. Et en fait, ça m'a hanté pendant 4 ans, alors qu'en fait, c'était pas que ça. Bien sûr que ça en faisait partie, mais il n'y avait pas que ce pan-là. Et donc, voilà, c'est quelque chose qui a pu me hanter et qui me hante plus maintenant. Et c'est quelque chose que tu avais totalement occulté à ce moment-là? Ce versant amour et cette relation éventuellement qui coexistait peut-être, d'après ce que tu as lu? Je pense que oui. Je pense que c'est vraiment le bon terme. Je pense que je l'avais occulté et que en fait, par exemple, je discutais avec ma famille ou quoi, on allait plus parler de cette relation conflictuelle quand on parlait de moi et ma mère que d'autres choses. Et donc, en fait, même les gens, peut-être qu'ils retiennent aussi les regrets qu'ils ont ou qu'ils ont même pour les autres. Et donc, du coup, c'est vrai que c'était quelque chose qui m'était complètement sorti de la tête. Et en fait,
pareil, moi, quand il y a eu l'accident de mon frère, ou même ce truc-là, parce que j'ai perdu ma maman, j'avais 24 ans. Et donc, du coup, j'avais aussi ce truc de... en fait, je suis encore jeune, j'ai 18 ans, enfin, de 18 à 24 ans, je pense que c'est aussi normal de ne pas être en accord et d'être dans ce type de relation-là. Et pour autant, il y avait mon frère à gérer, il y avait ma mère aussi, suite à l'accident de mon frère aussi à gérer. Et en fait, on ne peut pas tout porter tout seul et être parfait partout. Et en fait, j'ai mis du temps à réaliser qu'en fait, j'avais surtout fait ce que j'avais pu. Et qu'en fait, j'avais pas du tout à m'en vouloir ou à être triste de comment j'avais fait les choses. Parce que déjà, de toute façon, elles sont passées. Et aussi, vraiment, je suis convaincu d'avoir fait le mieux. Bien sûr que j'aurais pu améliorer des choses et que j'aurais aimé avoir la maturité que je peux avoir maintenant. Mais c'était pas le cas à 18 ans, quoi. On va peut-être aller en parler un peu plus dans la partie à venir. Ok, très bien. Pour toi, être vulnérable, c'est... Être fort. C'est quelque chose que je disais aussi avant, c'est que être vulnérable, souvent, on se rend pas compte à quel point il faut être fort pour pouvoir l'être. Pour pouvoir parler justement de ce genre de choses. On se dit, surtout, si je parlais de ça avec mon grand-père, de parler de ce genre de choses, non, on est un homme, on ne parle pas de ses vulnérabilités, alors qu'en fait, pas du tout, parce qu'on vit chacun, du coup, être un homme et être vulnérable d'une manière différente. Et donc, du coup, moi, je trouve qu'il faut une énorme dose de courage pour accepter de se montrer vulnérable. Et aujourd'hui, quelle est l'image que tu penses que les autres ont de toi ? Je pense que je renvoie une image... En fait, déjà, c'est une question qui est compliquée pour moi parce que j'ai tendance à beaucoup m'en moquer, on va dire, du regard des autres. C'est quelque chose, forcément, on va en parler peut-être aussi par la suite, mais quand on est au collège ou au lycée, etc., c'est quelque chose qui est très important. Et en fait, on se rend compte que par la suite, de moins en moins. Et donc là, je suis à un stade où vraiment, ce qu'on peut penser de moi, à part si ça a vraiment des influences, comme j'ai pu expliquer par le passé, avec notamment ce truc école de travail social, école de commerce, qui a peut susciter des interrogations. Mais sinon, tant que ça me freine pas ou que j'ai pas des répercussions par rapport à ça, c'est pas quelque chose dont je m'occupe principalement. Mais si je devrais quand même répondre à la question, je pense que je suis quelqu'un qui réalise ses rêves. Et donc du coup, c'est chouette parce que quand on me voit 1 an, 2 ans, 3 ans plus tard, en fait, on me voit continuer sur ma lancée, accomplir les choses que j'ai envie d'accomplir et qui sont mes rêves en fait, les uns après les autres. Et donc du coup, voilà l'image que je pense mettre en avant. Ouais. Mettre en avant. Et tu penses que c'est cette image que toi, tu souhaites renvoyer ou c'est cette image que les autres ont de toi ? Je pense que je souhaite... Enfin, c'est dur de dire qu'on ne souhaite pas renvoyer d'image. C'est la première chose qui me vient parce que, entre guillemets, c'est ce que j'essaye de faire. Enfin, comme je disais, il y a vraiment ce détachement du regard des autres qui vient. Après, c'est aussi prétentieux de dire que ce qu'on met en avant, c'est qu'on avance toujours, qu'on est fort, etc. Mais c'est plutôt à travers les conversations que je peux avoir avec les gens. On me dit, mais de toute façon, toi, tu sais, de toute façon, tu as trouvé l'idée géniale pour toi, etc. Alors qu'en fait, moi, pendant longtemps, justement jusqu'à 25 ans, je ne savais pas trop ce que j'allais faire de ma vie. Je m'étais dédié à la rééducation de mon frère, donc en fait, je ne progressais même pas dans les études. Et donc, du coup, il y avait un peu ce truc de ce que je pouvais projeter était très important pour moi. Et en fait, c'est devenu c'est devenu secondaire parce que je suis plus rentré dans l'action. Et si aujourd'hui, tu pouvais changer quelque chose dans ce que les autres peuvent voir, dans les décisions que tu as prises, dans ce parcours que tu as, tu changerais quoi ? Je changerais absolument rien. Genre, ça, c'est quelque chose qui... Peut-être qu'il y a quelque temps, je t'ai dit, s'il y avait eu ce travail-là, j'aurais répondu à cette question. Ok, je changerais ma relation avec ma mère, je serais beaucoup plus patient, etc. Mais comme je t'ai dit, je suis pas le même qu'à cette période-là. Et donc, du coup, et c'est grâce à tout ça que je suis qui je suis aujourd'hui. Quand j'étais éducateur spécialisé, pourquoi j'étais plus soucieux, pourquoi c'était plus important pour moi de bien s'occuper des gens, tu vois, il y a vraiment ce côté-là, genre pourquoi j'étais là, pourquoi je le fais aussi bien, entre guillemets. Mais en fait, c'est parce que ça m'anime. Et pourquoi ça m'anime ? C'est lié à mon histoire. Donc en fait, il y a vraiment toute cette construction-là qui fait qui je suis maintenant. Et donc, imagine, je change une virgule et du coup, je suis pas la même personne. Ouais. Ça me ferait... Bon, après, c'est un monde hypothétique, mais du coup, je suis très heureux dans le monde dans lequel je suis et je changerai rien... À qui tu es aujourd'hui. Voilà, c'est ça. C'est super, ça. Ça a été un travail de longue haleine, quand même. Mais oui, mais je pense que c'est...
je pense qu'au fond, c'est là où on aimerait tous arriver. Enfin, moi, mon objectif dans la vie, c'est que le jour où je suis sur mon lit de mort et où c'est mes derniers moments, de ne pas avoir de regrets et de vraiment avoir été fier de tout ce que j'ai pu mener jusque-là. Et donc, je pense qu'on a tendance à trop l'oublier. Ouais. On a tendance à être anxieux, à avoir peur de la mort, etc., on va dire, dans notre société actuelle. Mais presque à en avoir peur de la vie, du coup. Ouais. Alors qu'au contraire, c'est une phrase qu'on entend beaucoup, on ne vit qu'une fois. Ouais. Mais non, on meurt qu'une fois. Mais on vit tous les jours. Ouais. Et donc, tous les jours, on peut faire des choses. Tous les jours, on peut se réinventer. Tous les jours... Jacques Brel qui dit dans ses interviews, j'entends 1000 personnes qui disent « j'aimerais écrire un livre ». Mais du coup, ils le font pas. Et moi, c'est quelque chose qui m'anime beaucoup de me dire, voilà, j'ai perdu dans ma vie beaucoup de temps, à part réaliser mes rêves. Maintenant, j'en ai trop peu. Et donc, du coup, le temps qui me reste, il faut qu'il serve à quelque chose. Ouais. Mais c'est peut-être aussi nourri par ma mère qui a fait un arrêt cardiaque à 47 ans et qui, du coup, a pas peut-être pu vivre tous les rêves qu'elle aurait pu vivre, fait tout ce qu'elle aurait aimé faire. Et donc, moi, je veux pas que ça m'arrive. Et tu penses que ça t'a mis cette... secousse ou cet éclair à un moment donné qui t'a permis de te rendre compte de ça? Je pense que c'est très progressif. Je pense que sur le coup, quand c'est arrivé, t'es juste dévasté. Tu ressens pas cette secousse-là de réaliser plus de choses. Peut-être que des gens, oui. Mais par contre, la compréhension du processus de deuil, et c'est pour ça que j'en reviens tout à l'heure aux travaux de Christophe Auré, notamment au livre « Vivre le deuil au jour le jour », cette connaissance-là du processus de deuil m'a vraiment permis de pouvoir en tirer le mieux pour moi. Et donc de pouvoir me servir de ça, on revient sur le Kintsugi et sur la résilience, mais d'en faire quelque chose pour que moi, ce soit pas juste quelque chose qui me traumatise ou qui fasse que je me développe pas autant que je le devrais. C'est génial, imagine, tu peux t'en servir de ça comme d'une force plutôt que comme une faiblesse. Et donc l'idée, c'était justement de pouvoir presque s'en servir comme carburant. Des fois, je dis à mes grands-parents, ils me prennent pour des fous, mais... Quand là, en plus, notamment maintenant, je suis entrepreneur, donc avec ma compagne, on fait des fois, on a des concours. Je perds le concours. Je pense, toi, tu le sais aussi en tant qu'entrepreneur, t'es persuadé, il commence à parler un peu du projet et tout, t'es sûr que c'est le tien. Ouais. T'es sûr. Dans le domaine du tourisme. Mais c'est sûr, mais il commence à dire qu'il révolutionne, et c'est pas toi. Et moi, maintenant, je suis vraiment à un stade où je savoure ces moments-là. Je me dis, mais en fait, quand ça va marcher, quand je vais réussir... Et marcher, c'est pas quand mon entreprise fera des millions d'euros et tout. Non. C'est simplement quand mon projet améliorera la vie des gens. Vraiment, c'est ce truc-là. Et donc, me permettra d'en vivre, parce que forcément, il faut qu'il y ait un alignement entre les deux. Et donc, l'idée, c'est que quand, du coup, le projet sera si génial et changera la vie de tant de gens... du coup, ils seront en mode « Ah, on aurait dû le faire gagner ». Tu vois, il y a vraiment ce truc de se nourrir même des moments qui sont désagréables. Et souvent, même quand je m'énerve ou quoi, je me dis « Mais attends, tu touches quelque chose là. Pourquoi t'es énervé? Pourquoi ça te fait réagir? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Va le chercher. Et peut-être que derrière, tu arriveras à trouver des réponses à tes questions. » Je visualise. C'est un recul qu'il est important de prendre pour pouvoir ensuite rebondir et surtout pour pouvoir s'améliorer et ne pas forcément se dire j'ai perdu, c'est mauvais, etc. Je pense que c'est important de connaître là, ce que tu mets en avant, c'est aussi connaître sa valeur et ce qu'on apporte. Souvent, si t'as bossé comme... j'ai un exemple. Lévin, tu es obligé. Il y a un concours, c'est un hackathon. Donc un hackathon, pour les gens qui connaissent pas, c'est vraiment 2 jours en général où tu travailles à fond sur ton projet et où à la fin, il y a des récompenses pour certains. Et donc nous, cette année, donc, j'ai participé au Créaton. Et du coup, je fais partie d'un incubateur qui s'appelle Pépite. C'est comme ça qu'on s'est connus avec Jurcia notamment. Et du coup, il y a un autre qui a un projet de développement ça s'appelle WeWins. Et l'idée, c'est qu'en fait, les personnes qui veulent aller faire des loisirs y aillent ensemble. Et en gros, il vient me voir après 24 heures de brainstorming avec des gens qui connaissent pas du tout son projet et qui viennent pour 24 heures et qui lui disent « Ok, j'arrive plus à avancer là. Ils font que me dire qu'en fait, ça doit être WeWins, mais pour les personnes en situation de handicap, il faut absolument que je mette ça. J'ai pas d'expertise, je connais pas ce secteur-là et tout. Stéphane, est-ce qu'on peut en parler et tout ?» Et du coup, il était vraiment perdu et déboussolé en fait par ce truc-là. Et à la fin, en fait, maintenant, son projet continue à se développer, etc. Et pas du tout sur cette partie-là. Et en fait, quand il y a des gens qui viennent nous remettre en question ce qu'on fait, en fait, il faut vraiment avoir les reins solides et aussi être persuadé de son truc, parce que
ça peut un peu te retourner la tête et t'empêcher d'avancer. Alors qu'en fait, forcément, imagine en 6 heures, tu peux pas expliquer à quel point la connaissance que toi tu as de toi-même et même du projet. Et donc du coup, ça remet tout en question. et le fait de pouvoir se dire non mais attends, en fait, il faut que je rechange tout parce que ça va pas. Non. Si tu as cerné un besoin, fais-toi confiance aussi. C'est pas parce que tu as perdu un concours que ton idée elle est nulle. C'est juste que ça répondait peut-être pas aux critères, que t'as pas pu la transmettre de la bonne manière, que le jury s'en est pas saisi. Enfin, il peut y avoir plein de questions. Et donc du coup, c'est vraiment ce côté de se dire mais si je suis sûr de moi et de mes forces, c'est bon, je continue et ça me servira. Parce que du coup, ça me fait progresser. Moi, il y a quelques... Je fais peut-être encore une transgression, mais quand je parle à l'oral, j'ai tendance à parler vite. Et du coup, c'est quelque chose qui peut être compliqué, notamment sur un podcast, ce genre de choses. Et en fait, au contraire, je parle vite parce que des fois, je suis passionné sur un sujet. Et en fait, ça le transmet aussi par le ton de la voix, par l'intonation, par la manière dont je parle. Et donc, du coup, l'idée, c'est de jouer avec ça et d'être vraiment naturel, d'être moi-même. Et en fait, je pense qu'il y a vraiment ce côté de, même s'il y a une critique, même si je ne suis pas parfait, par exemple, sur ce plan-là, c'est pas grave, parce que ça veut dire quelque chose de moi. Comme la couleur jaune. Et là, la partie que tu as abordée là, avec l'autre entrepreneur qui venait te voir, ça nous arrivait, nous, avec Tipsit, quand on a lancé les bêta-tests, où on disait, ouais, essayez, on a demandé à une centaine de personnes d'essayer, on n'avait que des retours, ouais, ça bug, ouais, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas. Ouais, mais tout le reste, ça va, dites-le. On était là. On était là, putain de merde, il y a rien qui marche. Putain. Mais ça te démoralise de fou, et comme tu dis, il faut avoir les reins solides après pour te dire, bon, vas-y, c'est pas grave, on règle les bugs, mais tout le reste, ça va. Mais il y a vraiment un truc, c'est l'ego. Il faut vraiment le dégager. Genre vraiment, si je trouve que tu progresses beaucoup plus. Et moi, putain, pendant longtemps, j'ai pensé que j'étais le meilleur du monde. Ah, vraiment, pour te dire, dégager l'ego, c'est pas du tout chose facile. Mais en fait, tu vois, même quand on te dit tout ça, il faut faire... En fait, au début, il y a l'ego. Donc tu dis, ouais, ils ont dit ça, genre, comme tu dis, t'as envie qu'ils disent, ouais, mais il y a tout ce qui est positif, tout ce qu'on a fait, toutes les heures de travail. Mais en vrai, c'est qu'il y a des dysfonctionnements. Et les gens, s'ils se plaignent, c'est aussi qu'ils ont testé quelque chose, ils ont donné du temps, ils te font un retour qui est hyper précieux. Donc tu sais qu'il y a des choses à améliorer. Mais la pire chose, c'est pas un retour négatif, c'est l'indifférence. Et donc, le fait que tu as un retour négatif, c'est génial. Moi, j'attends, j'ai trop hâte des haters. Alors, je te jure, tu commences à avoir des gens qui sont énervés de ce que tu fais, mais en fait, ça veut dire que, ok, ils sont suffisamment intéressés par ce que tu fais, ils dédient du temps pour ça, et ils te font des retours qui sont négatifs. Et je pense qu'en discutant plus avec eux, et moi, je disais notamment... c'est quelque chose que j'ai pu faire, notamment là, au colloque. Je parlais, je vais être une future entreprise, je vais pas être une association. Donc, du coup, il y a ce côté lucrativité qui rentre en compte par rapport au voyage des personnes, donc comme je disais tout à l'heure. Et du coup, il y a plein de gens qui comprennent pas. Et pour autant, en fait, de discuter, de parler avec eux, en fait, ça se passe très bien. Et en fait, on comprend, on revient sur juger plutôt que comprendre. Et du coup, c'est fou parce que... Alors que de base, s'il n'y a que l'ego, ok, il n'est pas content, et tant pis, ciao. Tu vois, il y a vraiment ce truc-là. Alors qu'en fait, d'aller chercher, de comprendre, ça change tout. Et là, c'est valable dans le domaine que je viens de donner, mais je pense que c'est le cas pour tout. Avec ce dont on parlait sur l'ego, l'impression que les gens peuvent avoir de nous, l'image que les gens peuvent avoir de nous, et l'image que nous, on veut renvoyer, ma question serait... Est-ce que pour toi, ce qui est le plus important, c'est la première ou la dernière impression ? La dernière, 1000 fois. Souvent, la première, elle est... pour ça, je pense que j'ai la meilleure réponse. Souvent, nos meilleurs amis, c'est les gens qu'on ne pouvait pas se voir au début. On rencontre quelqu'un, on se dit « Ah non, mais lui, jamais je lui parlerai, jamais ce sera bon. » Rien du tout. Je peux pas le saquer. Lui. La vie, t'inquiète, elle va te montrer. Tu te trompes. Et donc, du coup, non, il y a vraiment... Et puis, la première impression, c'est très bien. Et souvent, justement, on dit qu'elle se fait très rapidement. Je crois que c'est 9 secondes, un truc comme ça. Et donc, du coup, déjà, on peut pas se baser là-dessus pour avoir vraiment un avis sur la personne. Et même au-delà de ça, il y a une phrase...
Orelsan. J'adore, je peux te lâcher plein de trucs. plein de dédicaces comme ça. Voilà. Tu viens d'où, toi? T'es congolais ou? Si vous voulez vous arrêter pour le podcast et aller regarder, tu vois, t'as des trucs. Dédicaces, il y a que des dédicaces. Mais il y a des références et je trouve qu'elles sont importantes. Demande à un fou s'il est fou et tu verras ce qu'il te répond. Ouais. Et vraiment, en fait, il y a vraiment ce côté de parle avec les gens, fais-toi un avis plutôt que de rester sur ta première impression. Et donc, ça revient aussi à ce qu'on disait, notamment tout le long du podcast, sur... j'ai l'impression que ça va être ça, la ligne directrice, mais vraiment, tu vois, d'aller comprendre plutôt que de juger. Et en fait, ta première impression, c'est que du jugement. T'as pas le temps. Et du coup, la dernière impression, elle est basée sur des faits que tu as établis. Ouais. Donc, voilà pourquoi je l'ai choisi 1000 fois. Ouais. Imagine aujourd'hui, tu es dans une pièce, dans un énorme gymnase. Il y a toutes les personnes que tu as pu rencontrer et qui te restent encore en tête, bien sûr. Vers qui tu vas? Toutes les personnes que j'ai rencontrées, elles sont dans la pièce? Ouais. Ah ma mère. Hein. Ouais. Je peux plus la voir. Donc forcément, si je pouvais la seule personne avec qui j'aimerais aller échanger, passer du temps, etc. Maintenant, vu que les autres, c'est possible. Elle, non. Donc du coup, c'est ça. Qu'est-ce que tu lui dirais? Je pense pas qu'il y aurait beaucoup de paroles ou c'est plutôt justement pouvoir juste être. En fait, je me rends compte vraiment à long terme, ce qui reste, c'est que l'amour. Et donc du coup, simplement d'être là et de, tu vois, je pense que l'amour, t'as même pas besoin forcément de parler des fois, à travers un regard, à travers un geste, la serrer dans mes bras, tu vois. C'est plutôt ça que j'adorerais faire. Après. Parler de la vie et de... Il y a quelque chose quand on grandit, on se rend compte qu'en fait, nos parents, ils savent pas tout. Déjà, première nouvelle, on est en mode, c'est ma mère, genre d'office, elle sait tout, elle sait répondre à, etc. Et surtout, ils ont fait comme ils ont pu. Et donc, du coup, moi, ce qui me manque, ce que j'ai pas là actuellement, c'est être un adulte et discuter avec ma mère en tant qu'adulte tous les deux, en tant que de personnes qui vivons les choses. Et cette déconstruction de, oui, t'as fait comme t'as pu. Je peux pas échanger avec elle de ça. Et donc ça, c'est quelque chose qui me manque là à l'heure actuelle et que j'aimerais bien, tu vois, si je pouvais discuter avec elle de quelque chose. Et tu penses qu'elle te dirait quoi, toi, aujourd'hui, en te voyant tel que t'es aujourd'hui? Déjà, je pense qu'elle serait fière parce que, mine de rien, c'est toujours des choses... Par exemple, ça l'étonnerait pas. Tu vois, c'est pas en mode j'ai fait quelque chose... je suis pas devenu président de la République. Tu vois ce que je veux dire? Genre, c'était pas quelque chose d'inatteignable ou... Voilà, que je sois en train de créer mon agence, etc. Mais c'est des choses qui me poussent. Par exemple, un de ces derniers messages, il y a eu plein de choses, mais quand j'ai relu là les messages, il y a, mais de toute façon, ton frère, il peut voyager qu'avec toi, il n'y a que toi qui sais bien t'occuper de lui, etc. Et tu vois, je l'agrandis aux personnes sur son handicap en mode, putain, petite vocation, tu vois, alors qu'à l'époque, pas du tout. Même le choix de ma compagne. Genre, le dernier message de ma mère, c'est vous êtes magnifiques tous les deux. Tu vois, c'est un peu en mode validation ultime. Ouais. Genre, je sais pas, il y a vraiment un truc comme ça de elle serait fière, je pense, et elle serait heureuse, mais pas surprise ou, tu vois, quand je disais te servir de la souffrance, je me suis pas servi du deuil ou de cet événement pour faire un truc qui sort complètement de nulle part ou, tu vois, je m'en suis vraiment servi pour faire des choses juste pour être moi-même et avancer dans mes rêves, quoi, tout simplement. Avec toutes ces péripéties, tous ces événements qui sont passés par fragments que tu nous as racontés, on arrive à créer peut-être un semblant d'histoire. Mais maintenant, pour pouvoir avoir réellement ton histoire, Stéphane, j'ai une question pour toi. Pour qu'on essaye justement d'aller au-delà des jugements que les gens peuvent avoir et entendre ta version, les informations qui ont constitué ton histoire et chaque événement, les choix qui ont été offerts à toi pour pouvoir bâtir l'homme que tu es aujourd'hui. Stéphane, alors, c'est quoi ton histoire? La fameuse question. La fameuse question. Alors, j'aimerais commencer cette histoire en racontant justement ma naissance. Je pense que déjà, c'est un bon point de départ. Vous allez comprendre, il ne faut pas me laisser beaucoup d'opportunités. Je vais les saisir. En gros, ma mère, donc, elle avait un désir très fort d'avoir un enfant. Et donc, ça faisait 2 ans qu'elle était avec quelqu'un, qui s'appelait Stéphane, notamment, d'ailleurs.
Et en gros, ils arrivaient, ça se faisait pas, les aléas de la vie. Et du coup, un jour, elle apprend que ce fameux Stéphane l'a trompé avec sa meilleure amie. Donc ma mère est révoltée. Peut-être déjà un petit semblant de l'injustice. Je sais pas, il y a peut-être des choses à aller voir par rapport à ça. Et donc de là, elle sort en boîte de nuit et elle rencontre mon père. Ils passent la soirée ensemble. Il m'a fallu une fois, une opportunité et j'ai existé. Donc déjà, il y a cette chose-là. Donc c'est pour ça aussi j'ai grandi, donc j'ai dit tout à l'heure, dans une famille monoparentale. Donc c'est pour ça aussi que mon père n'est pas au courant que j'existe. Donc du coup, il y a aussi ce côté-là. Des années un peu par la suite, plus tard, donc ma mère a trouvé donc un autre compagnon qui est du coup le père de mon frère. Et donc là, jusqu'aujourd'hui, pardon, ton père ne sait pas que tu existes et encore jusqu'aujourd'hui. Ah oui, encore jusqu'aujourd'hui. Ouais. En fait, il s'était revu une fois par la suite, donc quand elle était enceinte. Mais du coup, elle savait pas si elle était enceinte de l'homme, donc ça faisait 2 ans qu'elle était avec et qu'elle essayait d'avoir un enfant, ou si c'était lui. Pour une fois, une soirée, elle se disait il y a quand même peu de chance. Et donc lui, il n'est pas au courant. Même moi, j'ai déjà essayé, notamment sur les réseaux sociaux, j'ai déjà eu une photo de lui. Ma mère m'a dit, ok, je l'ai vu sur Facebook, ok, c'est lui ton père. D'accord. Et j'avais envoyé un message à l'époque, mais j'ai jamais eu de réponse. Et je me suis construit un peu, je me suis construit toute ma vie sans cette présence-là. Donc c'est quelque chose qui pouvait manquer. Tu sais, quand t'as 5 ans, que c'est la fête des pères, t'es en mode ok, c'est pas bon mood, quoi. Mais après, par la suite, on se construit comme ça. Mon grand-père a toujours aussi été très présent, donc le père de ma mère, vraiment à sa place. Mais du coup, ça me faisait un peu comme un backup de père. Genre, j'avais un grand-père un peu présent. Parce qu'il a eu ce rôle paternel. Il l'a pas eu. C'est pour ça que je dis, il a vraiment gardé sa place de grand-père. D'accord. Mais voilà, si j'avais un souci ou quoi, je savais que je pouvais compter sur lui, quoi. Et c'est quelque chose aujourd'hui que tu penses qui t'a manqué dans une certaine construction ou que t'as allé chercher et que tu n'as pas eu, mais que tu aimerais quand même avoir Alors, je pense pas du tout. C'est pas quelque chose qui m'a manqué. Et justement, je vais pouvoir aussi continuer parce que ça a un peu expliqué aussi ma relation avec mon frère. Genre, j'expliquais notamment tout à l'heure par rapport à la curatelle, mais de pouvoir un peu avoir ce rôle de protecteur et un peu de papa de mon frère parce que y avait personne pour avoir ce rôle-là. Mais non, c'est pas. Par contre, c'est quelque chose que je serais ravi d'offrir à mon enfant. Ouais. Tu vois, d'avoir vraiment un père présent, un couple solide, etc. C'est quelque chose, je pense, que j'aimerais recréer moi, créer du coup. Et en plus, sans avoir de repères par rapport à cette chose-là. Et donc, du coup, c'est quelque chose qui m'anime, mais qui m'a pas manqué. Comme je disais, forcément, quand t'es jeune, etc., quand t'es tout petit, mais après, par la suite, j'étais juste comme ça. Et donc, du coup, c'était la place que j'avais. Et donc, en fait, donc je disais que ma mère avait refait sa vie donc, avec le père de mon frère. Et en fait, il faut savoir qu'il y a eu un très grave accident. Donc, déjà à l'époque, parce que souvent, c'est quelque chose, c'est pour ça que là, en racontant l'histoire globalement, ça permet de vraiment mieux le déconstruire. En fait, mon frère est un bébé secoué. Donc, en fait, suite à une altercation, mon frère a été secoué. Et donc, du coup, il s'est retrouvé à l'hôpital hospitalisé à 2 ans. Et donc, en fait, pendant 2 ans, il était entre la vie et la mort. Il s'en est sorti sans aucune séquelle. Et donc, du coup, moi, par exemple, je suis rentré à l'école à 2 ans au lieu de 3 ans parce que ma mère était à l'hôpital avec mon frère, etc. Et donc là, dès là, j'ai eu vraiment ce truc de m'occuper de mon frère. Parce qu'en fait, c'était quelque chose de fragile. Mon frère était vulnérable à ce moment-là. Et donc, du coup, ma mère adorait raconter une anecdote où j'étais enfant, il fallait acheter du lait pour mon frère. Elle avait plus d'argent. Et moi, la semaine d'avant, j'avais eu mes dents qui étaient tombées. Et donc, du coup, j'étais allé chercher l'argent que la petite souris m'avait donné. Parce que forcément, la petite souris, c'était pas ma mère. Hein. Et du coup, je lui avais acheté du lait. Et donc, il y avait vraiment ce côté un peu innocent des enfants par rapport à ça. Ou même aussi, des fois, où c'était en mode... ok, j'ai pas de sous pour finir le mois. Je disais, mais maman, va au distributeur, tu vas voir, il y a de l'argent qui sort tout seul. C'est incroyable. Tu vois ce côté un peu quand t'es enfant et que naïf, tu sais pas, tu vois. Et tu dis, mais ça va, si c'est. Et ça me fait rire parce que j'ai toujours ce truc à l'heure actuelle. Pour moi, l'argent, c'est jamais un problème. Ouais. Genre un peu comme un enfant en mode. Si c'est juste l'argent le problème, ok, il y a pas de problème. Ouais. On va réussir à trouver. Alors que tu vois qu'il y a beaucoup de gens. Gagner beaucoup d'argent, c'est quelque chose de très important. Tu vois, même moi, quand j'en discutais tout à l'heure, tant que je peux vivre et que les choses se passent,
T'inquiète, c'est bon, on trouvera une solution. C'est marrant l'anecdote que tu racontes là, parce que j'ai à peu près la même, mais avec les chèques. Parce que ma mère, je lui disais, mais viens, on achète un truc, le sac là, à l'école, quand je venais d'arriver en France. Elle me dit, non, mais on n'a pas d'argent et tout. Je fais, mais je te vois écrire sur du papier, sors le papier, écris. C'est fou, mais je comprends encore plus avec les chèques qu'avec le distributeur. Ouais. C'est tellement immatériel. Ouais. On peut pas comprendre. Je trouve que c'est là aussi qu'on voit que l'argent, c'est uniquement nous qui lui donnons de la valeur pour un enfant. Tu vois, il y a toujours cet exemple, un singe dans la forêt, s'il doit choisir entre de l'argent et une banane, il choisira la banane. Ouais. Et du coup, ensuite, donc, y a eu l'école primaire, le collège, le lycée. J'étais très à l'aise en cours. Genre, j'ai toujours été quelqu'un de scolaire. Enfin, les cours, c'était vraiment facile pour moi. Et du coup, j'étais vraiment le gars énervant, qui révise pas, qui pendant les cours fait que parler, fait que des blagues, est vraiment là pour s'amuser, mais qui a des bonnes notes. Tu vois. Le gars insupportable. Vraiment, c'était moi, tu vois. Genre, y a vraiment eu ce truc-là. Et même, j'ai une anecdote sur ça, elle est énorme, mais au lycée, le mercredi, ma mère m'avait inscrit à la cantine, tellement j'étais collé le mercredi après-midi. Comme ça, en fait, c'était un jour lambda où j'allais manger tout seul dans le réfectoire et où après, j'allais parce que j'étais collé, tu vois. Non, il y avait vraiment ce truc-là. Mais du coup, même, je suis quelqu'un de très taquin, mais pas, comment dire, j'allais pas frapper des gens. Enfin, j'avais pas notion de... Je me rendais pas compte aussi que ça pouvait impacter les gens, même de faire des blagues, etc. Et donc, je l'ai plus compris par la suite. On revient sur... comprendre, etc. par la suite. Et du coup, il y a beaucoup de gens à qui j'ai envoyé des messages en mode, je suis désolé pour cette période-là, où je pouvais peut-être te faire des blagues, où ça t'a peut-être fait du mal. Parce qu'en fait, moi, vraiment, j'y voyais pas le mal. Et en fait, même moi, vu que je suis quelqu'un de taquin, j'ai accepté aussi qu'on me vanne. Et du coup, j'avais l'impression que c'était un peu, du donnant-donnant. Et donc, mais par la suite, j'ai pu comprendre que ça n'avait pas été agréable, entre guillemets, pour tout le monde et pas perçu de la même manière non plus. Et il y a quelque chose qui est important par rapport à ça, c'est que, notamment dans ce rôle de protecteur par rapport à mon petit frère, il y avait un jour, j'étais au collège, et donc il y avait quelqu'un qui avait 1 an de plus que moi. Mon frère a 2 ans de moins que moi, enfin il était en 5e, moi en 4e. Et il y avait un gars en 3e qui était un peu, c'était un peu l'époque où les plus grands ils viennent et ils te malmènent un petit peu, on va dire. Et donc il y avait un 3e, on va dire, qui était venu malmener mon petit frère. Et donc moi, le lendemain, d'un air, en voulant être protecteur, etc., j'avais dit à quelqu'un de ma classe, oui, lui, il fait le fou parce qu'il est en 3e et tout, mais moi, je suis sûr que si je lui mets un coup de pression, il arrêtera et tout. Enfin, j'étais un peu fanfaron, quoi. Sauf que mon collègue de classe, tu sais, c'est bien les amitiés à l'époque, il est allé voir le gars en question et il lui a dit... C'est pas ce que Stéphane, il a dit. T'as tout compris. Et donc, du coup, non, mais tu vas voir, parce que ça allait loin, cette histoire. Et du coup, le gars est venu me voir avec tout, en plus à l'époque, quand il y avait une bagarre, sa bande et tout le monde vient me voir et tout. Ouais, à midi, devant le gymnase, parce qu'il y avait un gymnase, je vais t'attendre, je vais te défoncer, un gros coup de pression et tout. Mais moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup confiance en moi, comme j'ai dit tout à l'heure. Et donc, du coup, j'étais en mode, ok, on verra à midi et tout. Et donc, j'aurais pu passer autre part pour rentrer, etc. le midi. Mais je me suis rendu à cet endroit-là, donc bien sûr, tout le collège qui était là, etc. Et il a essayé, du coup, de s'en prendre à moi, mais je l'ai bien repoussé, peut-être même un peu trop. Et donc, du coup, je me suis retrouvé devant le juge pour enfants. Ah ouais ? Ouais. Parce que on s'est battu, mais pas à moitié, quoi. Et donc, du coup, et à ce moment-là, je me suis dit, mais attends, mais est-ce que je suis pas en train de foutre ma vie en l'air là ? Est-ce que, en fait, par mon comportement, parce que du coup, ça m'a beaucoup, ce truc-là m'a beaucoup touché, c'était important pour moi. Et donc, du coup, je me suis dit, mais je suis en train de faire n'importe quoi. Et en plus, mon environnement, il était pas très sain à ce moment-là. C'est le début des soirées. Parce que là, comme je dis, c'était en 4e. Bon, c'est quand tu veux commencer à faire des soirées comme les grands. Et donc, du coup, je me suis rendu compte qu'en fait, l'image que les gens avaient de moi, et on en parlait tout à l'heure, et c'est pour ça que je disais notamment que c'était important, c'était de quelqu'un qui rigole tout en cours, de quelqu'un qui n'est pas sérieux, etc. Mes notes commençaient à baisser, parce que souvent, ça va de pair aussi. Et donc, en fait, je me suis dit, mais il faut vraiment te prendre en main. Et en fait, tu es responsable de l'image que les gens ont de toi. Ouais. Et donc, du coup, il ne faut pas juste... Par exemple, tu vois, c'est comme quand tu parles en cours. Ça, la classique, tu parles en cours tout le temps. Et à un moment, c'est pas toi qui parles, mais le prof, il te dit, Stéphane, arrête de parler. Ouais. Et tu pètes un câble et tu te sens légitime parce que tu n'as pas parlé cette fois-ci.
Mais pour moi, en fait, à ce moment-là, et tu vois, c'était vraiment... Enfin, tu vois, j'avais 14 ans, je pense à peu près, en 4e, je crois que c'est... Ouais, je crois que c'est ça. Ouais. Mais j'ai eu cette clairvoyance de me dire, oui, mais l'important, c'est pas que là, t'aies parlé ou pas. C'est qu'en fait, c'est toujours toi qui parles. Et donc, en gros, c'est parce que tu donnes cette image-là que du coup, les gens ont cette image de toi. Et donc, en fait, là, ça a été un peu vraiment qui tout double. Enfin, j'ai eu de la chance, du coup, le jugement est passé. En fait, j'ai eu la peine la plus légère qui existe. Ça s'appelle l'admonestation. Et en fait, parce que c'était lui qui m'avait provoqué, parce que c'était lui qui avait donné le premier coup, enfin, il y avait plein de circonstances qui faisaient... Lui avait dit la vérité et l'enquête avait montré que. Du coup, c'était toute cette expérience qui s'est passée là. C'est ça, en fait, ta punition. C'est que ça te fait apprendre sur ce qui s'est passé. Et donc, du coup, déjà... très content, enfin voilà, c'est pas aller plus loin que ça. Mais du coup, il y a vraiment eu ce côté prise de conscience et devient quelqu'un d'autre un petit peu. Et donc, j'ai changé de collège. C'était pas suite à l'incident, c'est vraiment, il y a eu un déménagement. Mais de toute façon, rien n'arrive par hasard, il y a du sens partout. Et donc, du coup, l'année suivante, quand je suis arrivé donc, dans mon nouveau collège, et là, j'ai rencontré des amis, on va dire, beaucoup plus sains. J'étais dans un environnement beaucoup plus sain. Tout le monde essayait de se battre pour avoir la meilleure moyenne. Donc là, je commençais à vraiment mettre mes facultés aussi au service de qui j'étais réellement, quoi. Et donc, du coup, voilà, il y a vraiment eu un changement aussi lié à cette affaire-là qui a pu se passer. Et c'est intéressant de voir que c'était aussi lié à la protection de mon petit frère, tu vois. Parce que je trouve que ça veut aussi dire des choses et il y a des fois dans la vie où rien n'arrive par hasard. Et comment aujourd'hui... parce que cette prise de conscience, tu l'as eue très tôt, à 14 ans. Comment ton environnement a réagi par rapport à ça, à la maison, ton petit frère, comment la projection que tu pouvais avoir, ou même ta mère à ce moment-là, est-ce qu'elle se projetait sur un avenir pour toi, un avenir pour vous, et toi tu te projetais aussi à ce moment-là? C'est super intéressant que tu poses la question. Ma mère, déjà, elle avait connu toute la situation, tu vois, donc tout ce qui s'était passé. Et pour ma mère, entre guillemets, j'avais bien fait. Donc déjà, il y avait vraiment ce côté soutien inconditionnel. Genre ma mère, c'est vraiment ça. Réunion parents-prof. Un jour, j'ai eu une étude de cas à faire. Et en fait, j'ai eu une mauvaise note parce que j'ai mis trop d'informations. Ouais. Ma mère, elle allait péter un câble sur le prof en lui disant que ça allait pas du tout et tout. Et le lendemain, ma note a été changée. Tu vois. Donc en fait, il y avait vraiment ce côté, mon fils, c'est le meilleur, mais vous le savez pas encore. Tu vois. Donc j'ai vraiment grandi avec cette bulle de confiance et de, ok, ta famille sera toujours là pour toi. Bon, on a vu que non, mais pendant qu'elle est là, oui. Et donc du coup, soutien vraiment, comme je dis, inconditionnel. Et donc, du coup, c'était pas en mode maintenant, t'as fait ça, t'as ruiné ta vie. Pas du tout. En plus, j'avais une peine très légère. C'est en mode t'as protégé ton frère. Enfin, tu vois, il y avait un peu ce côté-là. Mais ce qui est intéressant, et c'est quelque chose que j'avais pas capté, c'est que par contre, je suis devenu plus sérieux. Je me suis vraiment mis à travailler. Et en fait, mon frère, c'est à ce moment-là qu'il a développé le rêve, parce qu'il joue au rugby, lui, d'aller jouer au RCT à Toulon. Et donc, c'était le meilleur club formateur, etc. Et donc, il s'est dit, vas-y, moi aussi, je vais me mettre à fond dans les cours. Moi, il avait un peu de surpoids. Moi, je vais me mettre à fond dans le sport. Et en fait, il a été pris au RCT. Il a réussi les tests du Pôle Espoir brillamment. On s'entraînait ensemble tous les deux. Le jour, il m'a battu à la course. Je le battais toujours à la course. Moi, je joue au basket, le rugby. J'étais là, qu'est-ce que tu veux? Et un jour, il m'a battu à la course. Genre, il est rentré avant à la maison. Et on s'est dit, ok, là, il est prêt pour le Pôle Espoir. Tu vois, c'était vraiment ça en mode. Et il allait au Pôle Espoir. Enfin, moi, j'ai pas pu me rendre pendant les tests, mais il y allait avec ma mère. Enfin, il y avait tous des tests. Il a explosé tout le monde sur tous les tests. Il a fait le test du Luc Léger. Tous les autres participants l'ont applaudi tellement il était. Enfin, tu vois, il y a vraiment eu... Ma prise de conscience l'a aussi impacté, je pense, et lui a donné aussi un modèle à suivre qu'il a pu par la suite. Et mon frère, même à l'heure actuelle, là, tu l'aurais dans ton podcast, il dirait « Non, mais mon frère, c'est mon modèle. » Donc, il y a aussi, quand t'es l'aîné, et surtout nous, dans notre relation, peut-être où il n'y a pas de papa, etc., t'as ce truc de devoir un peu être l'exemple. Et du coup, là, j'avais vraiment mon rôle où je me sentais bien. J'avais l'impression d'être un bon exemple. J'allais continuer ma vie, tu vois, par rapport à ça. Donc, il y a vraiment eu ce switch-là côté mère et pour mon frère aussi, quoi. Et aujourd'hui, vos relations, parce que là, tu parles d'une relation très fusionnelle, très fraternelle, très solide avec ton frère. Comment ça se manifeste dans votre vie quotidienne? Là, il faut savoir, il vit à peu près à 1 heure de chez moi. D'accord. Et donc, ce qui se passe, je vais revenir après un peu plus en détail aussi sur ça.
Mais du coup, on est tout le temps en lien au téléphone. Il prend souvent le train. Je vais souvent chez lui. Enfin, on est souvent... on se voit... on s'est au téléphone quasiment tous les 2 jours et on se voit plusieurs fois par mois, quoi, parce que, bon, mine de rien, il y a la vie qui doit suivre son cours. Mais le truc, c'est qu'en fait, on a toujours une relation hyper fusionnelle tous les deux. Et ça revient sur, par rapport à quand j'ai dû le mettre sous curatelle. En fait, il y a eu le décès de ma mère, qui l'a forcément beaucoup affecté. Lui vivait avec ma mère. Et moi, j'avais déjà pris mon appartement. Donc, j'étais un peu plus, on va dire, indépendant. Et donc, au moment du décès de ma mère, avec Julie, donc ma compagne, on est parti s'installer du coup chez lui pour un peu pouvoir l'aider dans cette phase de transition. Aussi, un peu préparer la maison pour qu'elle soit plus accessible pour lui. Parce qu'avec son handicap, c'est vrai que j'ai passé tout ça, mais du coup, je vais venir aussi après à l'accident de mon frère. Donc, mon frère joue au RCT. Donc, comme j'ai dit, il a réussi les tests du Pôle Espoir, il a intégré, il était au top, trop content et tout. Et par la suite, donc, il a eu les ligaments croisés. Donc, du coup, il a fait toute sa convalescence et petit à petit, il a repris donc, dans son club formateur, qui est du coup le CARF. Donc, c'est le club de Fréjus Saint-Raphaël. Donc, c'est là où on a grandi tous les deux. Et du coup, donc il faisait sa saison de manière quotidienne, mais les contrôles étaient un peu moins poussés que quand il était au RCT, où là, vraiment, quand il y a un gros choc, il y a un protocole commotion, il y a tout qui se met en place, etc. Là, on est en 2017, il y a des lois qui vont arriver les années suivantes sur la protection des joueurs, parce qu'on se rend compte que c'est devenu un sport de contact plus dangereux, mais en 2017, c'était un peu moins le cas. Et donc, du coup, il a un match à Château-Renard contre eux. Et du coup, pendant le match, il fait un plaquage de fou, mais on entend un gros bruit, il fait un peu un KO. Et donc, du coup, quand il se réveille, il fait un KO de quelques secondes, et puis il se réveille, il n'y a pas de protocole commotion, et il retourne jouer. Et en fait, la semaine qui va suivre, il va se plaindre d'avoir un peu des sonneries, de se sentir très fatigué. Enfin voilà, mais il se dit, bon, ça doit être le travail. À ce moment-là, il est intérimaire en plus de son club de rugby. Il est livreur. Puis c'est la culture du, oh, t'as pas mal, t'es un rugbyman, tu vois. On continue, quoi. Et donc, la semaine suivante, il a un match. Donc, il joue ce match. À ce qui paraît, pendant ce match-là, il n'y a pas de, entre guillemets, de choc particulier. Il ne se passe rien. Et le soir, il est au clubhouse. Donc, c'est un peu la 3e mi-temps. Il est avec ses amis. Et il s'allonge sur un canapé parce qu'il n'est pas bien, quoi. Et tout le monde pense qu'il est en train de décuver parce qu'il a trop bu. Et en fait, non, il fait une hémorragie cérébrale. En fait, il va rester plusieurs heures sur ce canapé jusqu'à ce qu'il se rende compte qu'en fait, il est complètement inconscient. Et donc là, il va repartir du coup à l'hôpital. Enfin, il va y avoir ce soir-là, il y aura trop de vent. Donc, il ne pourra pas partir en hélicoptère. Mais le trajet à faire en ambulance, il peut être un peu trop dangereux à faire. Donc du coup, jusqu'au moment où son pronostic vital il est trop engagé. Donc on l'envoie en urgence pour une opération du coup sur Nice. Donc, d'où le côté éducateur spécialisé après à Nice. Et donc là, à ce moment-là, moi je vis en Angleterre. J'étais parti donc suite à mes études, je voulais un peu apprendre l'anglais, etc. Et donc je me retrouve à rentrer en urgence en France. Et en fait, on m'appelle, les médecins me disent, rentrer maintenant parce que demain il risque de pas être là, quoi. Vraiment, il avait 90% de chances de mortalité. Il y avait donc après, si jamais il survivait, il y avait 11%, c'est calculé avec le score de Glasgow, de chances de bonne récupération. Donc on était loin de quelque chose d'optimiste, quoi. Et donc moi à ce moment-là, donc je me rappellerai toujours du poids des mots. En fait, j'ai fait la route, j'ai conduit 13 heures d'affilée de Londres à Nice. Et donc là, je suis en fait tous les matins, quand en réanimation, tu peux faire un point avec les médecins. Donc ils t'expliquent un peu où on en est, etc. Et en fait, donc les médecins parlaient calmement et ils expliquaient l'état dans lequel était mon frère. Et c'était tellement lourd, c'était tellement inconcevable pour moi que j'ai dû leur demander de quitter la pièce. Genre, j'ai fermé la porte et je suis tombé. Genre, j'ai pas perdu connaissance, hein, mais c'était physiquement, c'était trop dur de rester debout. Donc, on m'a mis dans une petite salle à part, etc. Et là, vraiment, je comprenais pas ce qui se passait, etc. Et on est venu me voir, on m'a proposé d'aller voir mon frère. Et je savais pas. J'étais en mode, est-ce que je veux le voir? Enfin, j'avais compris qu'il était intubé, relié à des tuyaux, etc. J'étais en mode, mais est-ce que je vais le voir comme ça, etc. J'y suis allé et ça m'a apaisé tout de suite. De le voir comme ça, finalement, malgré tout ce que j'avais pu penser, ça m'a complètement apaisé. Et de là, c'est un nouveau combat qui a suivi, celui de la réanimation. Tous les jours, déjà la nuit, il mourait pas. Donc c'était déjà fantastique.
Il me disait qu'il récupérait petit à petit, il respirait de plus en plus par lui-même. Donc c'était un travail de longue haleine. Puis il était dans le coma. Et donc nous, on était là tous les jours à attendre un signe, etc. Mais quand il t'appelle et que t'es à Londres, t'es loin. Ouais, je suis grosse loin. distance. Ouais. Comment tu reçois la nouvelle? Ouah. Bah déjà, il faut savoir que j'étais en mode avion le soir. Donc c'est arrivé. Donc moi, je suis le lendemain matin. Je suis parti faire une balade dans la forêt. Et en gros, donc je suis en mode avion et en fait, je capte pas très bien dans cette forêt. Je me mets en, tu sais, j'enlève le mode avion et là, je vois que j'ai plein de notifications, mais je peux pas les lire parce que je capte pas très bien. Et en fait, tout de suite, je sens que c'est hyper grave. Et donc, il y avait un endroit où je sais que je captais. Je pars en courant, mais de toutes mes forces. J'arrive là-bas. Je capte, du coup, je lis les messages. Et là, je vois plein de gens qui me disent « Courage pour ton frère ». Bon, et moi, je comprends pas, parce que je sais pas, en fait. Et donc là, j'appelle direct. Il y avait un de ses amis du rugby qui m'avait envoyé le message. Je l'appelle et il me dit « voilà, là, on est à l'hôpital ». Enfin, c'est lui qui m'annonce, en fait, qu'ils sont à l'hôpital, que Geoffrey, il risque de mourir et qu'il faut que je rentre le plus vite possible pour le voir, quoi. Donc, c'est comme ça que j'apprends la nouvelle. Ah ouais. Ouais. Et à ce moment-là, alors, comment tu t'organises, comment tu intègres cette nouvelle-là? Eh ben, je l'apprends à midi. Alors, je travaillais dans un pub. En fait, ce qui était génial, c'est que quand j'étais en Angleterre, donc je travaillais dans un pub, mais j'avais pas de contrat. Enfin, c'est pas, la vie était complètement différente de ce que d'une stabilité que je pouvais avoir en France, si tu veux. Et donc, du coup, je faisais des missions d'intérim. Et donc, du coup, en fait, je dis au pub que je pars. J'étais avec mon ex-compagne à l'époque, donc on avait fait cette aventure tous les deux. Je trouve quelqu'un qui avait déjà pris des billets d'Eurostar, parce que le soir même, tu peux pas prendre le train comme ça d'Eurostar, donc il y a quelqu'un qui me cède ses billets. Enfin, tout se met en place. Je résilie mon abonnement téléphone. Enfin, en 3 heures, toute ma vie à Londres est... Enfin, j'étais pas à Londres, j'étais à Surrey, mais en Angleterre est terminée. Et je prends la route et je rentre, quoi. Tout de suite, la solution, c'est ça. Et en fait, mon but, c'était aussi de rentrer le plus tôt possible, mais je voulais pas laisser mon ex-compagne se taper les 13 heures de route avec la voiture, parce qu'on était parti avec la voiture. Et donc, du coup, il y a même pas ce truc de prendre l'avion. Tu vois, ça paraît tout bête, mais je prends l'avion, j'arrive à Nice, je suis là en 1 heure. Mais je me dis non, un peu ce truc peut-être du sauveur, ou j'en sais rien, non, mais il faut qu'elle aussi, elle rentre. Enfin, faut que ça se passe comme ça. Et donc, du coup, c'est comme ça que ça s'est passé. Peut-être que, tu vois, peut-être que si j'avais fait quelque chose autrement, tout serait pas arrivé comme ça, j'en sais rien. Mais donc, du coup, je rentre, crois-moi, les 13 heures, je pense que j'ai pas cligné une fois de l'œil pour rentrer, parce que trop déterminé, focus pour arriver. Et donc, quand j'arrive, ce moment avec les médecins qui m'expliquent, le fait que je le vois, et là, qui me calme beaucoup plus. Et alors, une fois que tu vois ton frère sur le lit, inconscient? Oui, inconscient. Mais je te dis, c'est trop bizarre parce que ça me rassure. En fait, je le vois, il est amoché, mais il vient d'avoir une opération, il a une cicatrice même encore maintenant qui fait toute sa tête. Mais je le vois, je le trouve beau. Genre, tu vois, je m'attendais, je sais pas à quoi je m'attendais. Donc, je le trouve serein et j'ai l'impression, ok, on va affronter une nouvelle histoire ensemble. C'est vraiment le sentiment que j'en ai. Et en fait, comme je dis, tous les jours, petit à petit, il y a des progrès. Et puis vient le jour où on m'annonce qu'ils vont enlever le produit qui le met dans le coma artificiel. Et donc là, normalement, il devrait se réveiller, bouger. On nous dit ça, mais... Donc on est là tous les jours, hein. Il y a des horaires de visite qu'on respecte pas forcément parce que de toute façon dans ces cas-là ils savent très bien que ça va être dur de te faire sortir de la pièce. Et donc du coup je suis là, je me rappelle toujours ce moment. C'est la première fois de ma vie que je pleure de joie. Genre moi avant ça, je sais pas si mes émotions elles étaient bloquées, j'en sais rien. J'avais jamais pleuré de joie. Et donc du coup je suis assis en face de lui et là je le vois bouger et genre se remettre la tête comme s'il était pas bien mis. Mais ça fait 2 semaines il a pas bougé. Je pars en courant voir ma mère. Ok, il a bougé. Genre, c'est la fête, tu vois, truc de fou. Et en fait, donc petit à petit, c'est vraiment long. Enfin, nous, ça nous paraît des années, mais tu vois, dans les faits, c'est quelques semaines, voire quelques mois. Et en gros, petit à petit, il va se mettre à pouvoir parler, à chuchoter. Enfin, tu vois, c'est vraiment des étapes qui prennent du temps. Mais et en fait, il y a toute une partie où on ne sait pas s'il comprend ou pas. En fait, on vient le voir, mais on a l'impression, des fois, qu'il voit pas.
on a l'impression qu'il est pas là. Pendant une semaine, par exemple, on lui raconte à chaque fois la même chose. Et en fait, il nous pose les mêmes questions. On est en mode, putain, tu vois, genre, est-ce qu'il va pouvoir un jour être comme avant, etc. Et en fait, il y a un jour, pareil, je rentre dans la pièce, donc ma mère est en train de s'occuper de lui. Je le regarde, il me voit, et là, il sourit. Et là, ce moment, en mode, ok, il m'a reconnu, il sait qui je suis. Et même ma mère, on est fou de joie parce que, ok, il vient de réaliser, tu vois, ça connecte encore. Et donc ça, à ce moment-là, pareil, deuxième fois où je pleure de joie. Ah, mais de toute façon, dans ma vie, j'ai l'impression, j'ai pleuré de joie qu'à chaque fois pour lui. Donc ça a toujours été... Et donc là, vraiment, après, ça a été des phases où, du coup, il se rend plus compte. Et lui, il raconte qu'en gros, il s'est endormi. Et quand il s'est réveillé, il était incapable de bouger. Il était dans un lit, et en fait, ce qu'il essaye de faire, lui, c'est de sortir du lit. Et en fait, il va tomber du lit parce qu'il peut plus bouger. En fait, maintenant, il a une hémiplégie. Donc, en fait, son côté gauche, il fonctionne beaucoup moins bien que son côté droit. Donc, il peut pas utiliser sa main. Pour marcher, il a besoin d'avoir une attelle. Enfin, tout ça, c'est des choses... nous, les médecins, pareil, petit à petit, il va aller en centre de rééducation. Et à ce moment-là, il n'est pas en capacité de dire ce qu'il peut faire, etc. Et donc, on nous dit, sa main gauche ou son bras gauche, il faut choisir. Qu'est-ce qui est le plus important ? Direct, nous, on se dit, bon, s'il peut marcher, c'est la folie, tu vois. On se dit, ok, on part sur la jambe gauche, parce qu'on peut pas tout faire, tout travailler à ce point-là, quoi. Et donc, du coup, maintenant, il marche. Donc, c'est pour ça qu'il a juste une attelle, il y arrive, il s'est donné... c'est un sportif, hein, donc on lui disait, il faut faire 10 allers-retours entre les barres, et il en faisait 100. On lui fait, il s'est mis à fond dans sa éducation, il avait 2 heures de kiné, il faisait 7 heures dans sa chambre, avec des machines. Tu vois, c'était vraiment l'idée de se donner. Et vraiment, toujours ce côté persévérant, se donner à fond. Et moi, il y a aussi un peu une forme, tu vois, de... T'as vécu tout ça. Moi, je me dis, est-ce que moi, j'aurais été capable de supporter tout ça ? Tu vois, même devoir supporter la nudité, les soins. Enfin, tu vois, il y a beaucoup de choses. T'as 18 ans, hein. Faut pas l'oublier. Genre, c'est pas naturel, c'est pas dans l'ordre des choses. Tu vois, moi, il y avait vraiment quelque chose de... Putain, mais pourquoi ça m'est pas arrivé à moi ? Pourquoi c'est à mon petit frère que ça arrive, tu vois, alors qu'en plus il avait déjà eu son accident quand il avait 2 ans. C'était un peu en mode on revit tout ça, tu vois. Et j'ose même pas parler de ma mère, tu vois, qui revivait un traumatisme énorme et qui a très mal vécu du coup toute cette phase-là, qui avait des angoisses. Enfin, c'était très très dur pour elle. Et donc du coup ça l'a mis dans un état de stress permanent et de se dire mais putain, mais la vie de mon fils elle est gâchée. Juste parce qu'il a joué au rugby, tu vois. Pareil, maintenant dans ma famille, une haine du rugby, c'est compliqué, tu vois. Forcément, là, pareil, il y a un procès qui dure depuis 8 ans maintenant. Donc, il continue par rapport à ça, vraiment par rapport aux circonstances de l'accident, comme j'ai expliqué. Et donc, du coup, voilà, il y a vraiment quelque chose... Et il a pu récupérer aujourd'hui un minimum la parole, la marche. Mais il a la parole, il marche, il a pas tout... Enfin, c'est compliqué de dire toutes ses facultés, mais genre, on peut parler de tout et de rien. Des fois, il a des bizarreries, on va dire. Mais voilà, globalement, il est là. Et donc, moi encore maintenant, on est 8 ans après. Hein. Quand je lui envoie un SMS et qu'il me répond, ça me fait bizarre. Mais oui, moi, pendant des mois, j'attendais ça, de pouvoir communiquer, de pouvoir échanger. Et en fait, il y a aussi eu ce moment fatidique où, en fait... Là, c'est beau parce que quand je l'exprime, il y a vraiment la continuité. Mais en fait, il faut savoir qu'on ne l'a pas du tout vécu comme ça. En fait, il y a vraiment eu une phase où il a progressé. Et en fait, il avait dans sa tête une sorte de trou à l'endroit de l'opération. Et en fait, l'idée, c'était de remettre son volet crânien par la suite. Et on nous a dit, c'est une opération bénigne, il ne va rien se passer. Et en fait, pas du tout. Il a très mal réagi à cette opération. Donc, on lui a remis le volet crânien. C'est un truc uniquement esthétique. Et en fait, il a refait une hémorragie cérébrale. Et en fait, il est reparti, centre de réanimation. Il a quitté le centre, etc. Il faisait des orages neurologiques. Donc, des orages neurologiques, qu'est-ce que c'est ? C'est en fait, ton corps, il convulse toute la journée. Parce qu'en fait, de ce qu'on m'a dit, parce que je ne suis pas un expert à ça, en fait, le cerveau refait les connexions entre les neurones. Et donc, en fait, la personne fait que... Et donc, nous, sentiment d'impuissance totale. Et en fait, suite à ça, pendant 3 mois, il était sur un lit hôpital, unité des cérébraux lésés, et c'était un légume. Donc vraiment, alors que nous, jusqu'à cette opération, il y avait des progrès, il commençait à être dans une nouvelle dynamique, etc. Et donc je me suis dit, mais putain, mais pourquoi on lui a remis ce volet ?
crânien, qui est juste esthétique. Moi, je m'en moquais qu'il y ait un trou dans sa tête. Et donc là, il s'est passé vraiment quelque chose. Moi, c'est aussi pour ça. Je crois en l'univers, en la vie, en plein de choses. En fait, j'ai toujours été. Je suis là pour t'encourager. Je suis là pour te dire que tout va bien. Tu vas t'en sortir. C'était vraiment mon discours depuis des mois. Et en fait, là, de le voir comme ça, en plus, au bout d'un moment, j'étais rentré, j'avais des économies, donc je vivais dessus. L'important, c'était d'être à l'hôpital. Mais par la suite, l'été, il fallait bien que je travaille, donc je faisais la saison, je travaillais, donc je pouvais le voir que les week-ends. Et en fait, je voyais que chaque semaine, il n'y avait rien qui avait évolué. Alors qu'avant, comme je t'ai expliqué, quand je venais genre au bout de 3 jours, ok, il y avait un petit truc, il y avait un changement. Là, il se passait rien du tout. Et en fait, à la fin de l'été, on est fin août, et là, je craque. Et en fait, je suis avec lui. Et il est pas là, enfin tu vois, je peux lui parler, il répond pas, enfin vraiment un légume comme on peut l'imaginer quoi. Et donc sans manquer de respect, hein, c'est vraiment le ressenti que moi j'en ai à ce moment-là. Et donc du coup je lui dis écoute frérot, si tu vis comme ça, pour moi c'est pas une vie, genre c'est pas possible que tu continues à être comme ça, etc. Si là tu te bats pour rester juste pour nous, je préfère que tu partes et que tu vois vraiment des mots qui sont lourds et qui, moi je fais encore, genre on va encore vers une musique, mais il y a une musique de Big Flo Oli qui me trucidait le cœur et que je pouvais même pas écouter à ce moment-là, mais elle s'appelle Autre part. Et pour moi, elle renvoyait au fait de vouloir être autre part qu'ici, et que peut-être c'était pour la famille qui restait là, mais que malheureusement son temps était passé quoi. Et donc du coup vraiment je me confonds en larmes, et là malheureusement c'est plus des larmes de joie. Et voilà, je lui dis tout ça, et le lendemain matin l'hôpital m'appelle et ils me disent ok, Geoffrey s'est réveillé, genre donc il recommence la rééducation, il recommence la phase de progrès, et là on en est là où on est aujourd'hui, où il marche, etc. Et où forcément il y a eu des hauts et des bas, mais moi de me dire tu vois quelque part de confier sa vulnérabilité, au final pour moi en tout cas, et de balayer son ego et tout ça, ça a été salvateur. Je sais pas, tu vois, est-ce que c'est on dit souvent que les gens dans le coma ils entendent, etc. Est-ce que c'est ça qui l'a réveillé? Est-ce que c'est un concours de circonstances? Moi, tu vois, je m'en moque. Tant que mon frère est là et qu'il peut en parler, c'est ça qui a été dingue quoi, dans toute cette histoire. Et durant ce discours, tu as eu des mots lourds justement vis-à-vis de ton frère, vis-à-vis de toi aussi, parce que tu étais en larmes, ça a dû peser énormément sur ton cœur, sur ton moral. Comment t'es venue l'idée, la volonté de vouloir lui adresser ces mots? En fait, je pense que vraiment le déclencheur, ça a été que les médecins nous demandent à moi et à ma mère si on souhaitait le débrancher. Et en fait, tu vois, c'était un peu en mode, il n'y a plus d'espoir. Et en fait, ce truc-là, je pense qu'il a réveillé quelque chose en moi, qui était... que j'avais... Moi, je suis un éternel optimiste. Genre, vraiment, tu vois, même là, à travers tout ça et tout, en fait, j'ai dû vraiment me retrouver confronté à mes limites. Genre, j'étais là, là, il n'y a plus d'espoir. Et pour moi, en fait, c'était la pire chose qui pouvait arriver. Genre, j'ai qu'un petit frère. Genre, comme je t'ai dit, on est hyper fusionnels, etc. Genre, c'était pas possible. Et donc, en fait, j'étais toujours... Moi, quand on m'a appelé en me disant que demain, il sera plus là et tout, j'ai fait la route et tout, je suis rentré. Mais il allait être là, tu vois. Genre, moi, c'est le jaune, ma couleur, tu vois. Genre, c'est mort, il n'y a pas d'autre solution. Et donc, du coup... mais je l'avais pas en tête, tu vois. Je voulais juste rentrer le plus vite et être présent. Mais ça pouvait pas s'arrêter comme ça, tu vois. C'était pas possible. Et dans mon esprit. Et ma pire peur, c'était ça. Et en plus, dis-toi, pour continuer aussi avec ce côté de débrancher, pendant cet été là où c'était compliqué, moi, je suis pas très croyant. Genre, j'ai été baptisé, je suis dans une famille, si je devais le dire, plutôt chrétienne. Mais je crois en une force, je crois en l'univers, mais pas forcément en un Dieu qui a créé le monde à son image, etc. Et en fait, pendant cette phase de semaine là où il se passait rien, un jour, je suis allé à Moustier-Sainte-Marie. Donc, et à Moustier-Sainte-Marie, il y a une petite église tout en haut. Il faut un peu monter pour y aller. Et en gros, on allait y aller là-bas avec des amis, etc. On est monté. Et en fait, dans cette chapelle, je me suis dit, écoute, tu sais quoi, optimiste, rien à tenter, tout pour le tout, vas-y, on va y aller. S'il y a quelqu'un, même si on peut m'aider, je prends, tu vois. Et donc, je suis dans cette église et en fait, je prie. Je sais même pas si c'est la manière de prier, mais je m'adresse à une entité supérieure en disant, OK, à tout prix, il faut sauver mon frère, tu vois. C'est vraiment en mode, il n'y a pas d'autre solution, il faut vraiment que
il puisse vivre sa vie. Enfin, c'est fou, ça peut pas s'arrêter comme ça, tu vois. Et donc, tu vois, il y a vraiment ce truc de tout ce que je peux prendre, tout ce qui peut me servir, on va le prendre. Et donc, du coup, peut-être que là, au moment où les médecins me demandent de le débrancher, bah, j'ai plus d'espoir. Ouais. Tu m'enlèves en fait le dernier truc qui pouvait me rester et donc là, je pense que c'est d'être confronté à ça qui a déclenché le fait de sortir toutes ces choses que je voulais pas sortir depuis des mois. Et qui a eu un gros impact puisque... Peut-être. En tout cas, le timing était juste. Ouais. Le timing était juste. Donc maintenant que les choses se reconstruisent un petit peu, quelles sont les traces que laisse finalement cet événement par rapport à toi et ton frère? Quelles sont les... Je ne sais pas si la leçon, ça serait le mot juste, et je ne pense même pas, mais quelles sont finalement les choses que vous en tirez de toute cette période? En fait, de base, moi, ce que j'en retirais le plus, c'est une conviction qu'en fait, peu importe ce qui se passe, moi et mon frère, on est là l'un pour l'autre, on peut se soutenir ensemble, jamais rien pourra se mettre entre nous. Enfin, voilà, moi, c'était ça que j'en tirais. Mais après, l'avenir par la suite m'a montré que pas forcément. Et donc, du coup, parce que c'est le sujet notamment par rapport à la curatelle. En fait, quelques années plus tard, l'histoire, entre guillemets, a continué. Donc, mon frère est rentré à domicile. Donc, c'est là où il vivait avec ma mère. Moi, j'ai pris mon indépendance. Donc, j'étais dans un nouvel appartement. C'est là où j'ai commencé à l'emmener en séjour, justement. Et donc, petit à petit, où est émergé ce rêve de peut-être me former pour accompagner mieux les personnes en situation de handicap. Donc, en fait, quand je suis rentré donc, il y a eu le premier séjour avec mon frère, puis le deuxième séjour, comme je disais, au centre de rééducation. Et par la suite, du coup, je me suis dit, mais je vais me lancer dans ces études-là pour accompagner bien les personnes. Et du coup, sauf que ça voulait dire partir à 1 heure de là, plus vivre avec mon frère, être moins présent. Et j'avais peur de comment ça allait se passer. Et c'est là aussi toute la phase où, justement, avec ma mère, on était très en lien. C'était OK, ce soir, moi j'ai ça, est-ce que tu peux t'occuper de lui? OK, moi à ce moment-là, j'ai ça. OK, comment on s'organise? Qui fait les courses? Enfin, tu vois, il y avait un peu ce côté, on se soutient l'un l'autre dans cette épreuve-là. Quand quelqu'un avait besoin de souffler, elle y allait. Moi, pareil, je parle de répit, notamment avec les séjours, mais même pendant qu'il était au centre de rééducation, on allait au cinéma. Je l'emmenais au cinéma, on a fait un marathon Harry Potter. Enfin, tu vois, il y avait vraiment des choses. On allait au restaurant. Au centre de rééducation, le soir, il fallait le ramener à 18h. Mais sinon, il fallait que toi, tu le couches. Ouais. En fait, le personnel ne pouvait pas le faire, c'était après 18h. Moi, je le ramenais à minuit, 1h du matin, mais je le couchais, tu vois. Il y avait vraiment ce côté, il y a besoin de souffler. Il y a besoin qu'il n'y ait pas que la maladie, qu'il n'y ait pas que la rééducation. Il faut des sas pour penser à autre chose. Et donc, c'est vrai qu'au début, c'est dur à imaginer. Il y a une anecdote qui est folle. Je me rappelle, pour un soir du Nouvel An, mon frère voulait rentrer et faire le Nouvel An avec moi. Et donc, du coup, il était en centre d'éducation, mais il vivait là-bas. Et il demande au médecin si pour le Nouvel An, il est capable de rentrer, s'il l'autorise, quoi. Et du coup, ils lui disent que oui. Et moi, je lui dis à mon frère, moi, je suis chaud que tu rentres, mais si tu veux rentrer, tu dois marcher en déambulateur, parce qu'à cette époque-là, du coup, il avait déambulateur. Tu dois marcher en déambulateur de ta chambre jusqu'à ma voiture. Si tu viens pas jusqu'à ma voiture en déambulateur, c'est mort, tu rentres pas pour le Nouvel An. En fait, tu vois, il y a vraiment toujours eu ce côté, il avait son plateau pour manger, je prenais les aliments, je les mettais le plus loin possible. Fallait qu'il aille chercher, tu vois ce que je veux dire? Mais il avait déjà cette niaque-là, mais en plus de ça, je trouve que c'est pour ça que ça illustre vraiment. J'étais en mode, il faut le pousser, il faut aller plus loin, tu vois, il y avait vraiment ce côté-là. Et du coup, il fait la route, il y avait 15 soignants qui était dans le couloir et qui regardait faire ses pas parce qu'il flippait qu'il aille jusqu'à la voiture, tu vois. Et au final, moi, je pense que dans la vie, quand t'as quelque chose qui te pousse et qui est plus grand que toi, tu vois pas les obstacles. Tu avances, tu fais ta route et c'est simplement naturel pour toi. Et donc, du coup, il vient jusqu'à ma voiture et on rentre pour le Nouvel An, on passe la soirée et tu vois, il dort à la maison. Enfin, tu vois, c'était un truc hyper fort parce que c'était pas arrivé depuis. Et donc par la suite, ça nous donne aussi l'idée d'aller plus loin. Et en fait, c'est lui qui vient en me disant, Stéphane, j'ai envie que tu m'amènes en vacances. Moi, je pouvais même pas le concevoir à ce moment-là. Et donc, tu vois, c'est vraiment des choses qui sont faites petit à petit.
et qui ont rendu la vie si agréable, tu vois, parce que quand t'es à l'hôpital, c'est pas pareil que quand t'es dans le centre, c'est pas pareil que quand tu peux avoir plus de liberté, sortir. Moi, je m'appelle même, parce que c'est des phases par lesquelles on passe, mais quand tu as eu son fauteuil électrique, c'est en mode, maintenant, il peut sortir sans qu'il y ait quelqu'un. Il est plus que dans son lit. Tu vois, c'est vraiment tout des petits bonheurs que tu as petit à petit. Et donc, quand c'est chronologique et que ça se passe de mieux en mieux, c'est génial. Et au contraire, tu vois, là, on parle de ça, mais il y a des personnes qui ont des maladies dégénératives et eux qui vivent tout le contraire. Et où à chaque fois, c'est de moins en moins bien. Et là, je pense que mentalement, ça doit être beaucoup plus difficile. Parce que tu peux plus te raccrocher à cet espoir que tu as. Ouais, parce que tu as forcément la perte progressive des facultés. C'est ça, tout à fait. Et donc ça, moi, avec mon tempérament, je pense que c'est la pire chose, tu vois, qui pourrait t'arriver. Tu dis, tu fais de moins en moins. Je pense que tu cherches d'autres solutions, mais ça doit vraiment être dur. Et là, tu as aussi abordé comment vous vous êtes arrangé avec ta mère, avec votre mère, sur comment gérer ton petit frère. Mais même avant ça, comment ça s'est passé au moment où vous appreniez la nouvelle? Parce que les relations avec ta mère, c'était conflictuel. Ouais, mais comment ça se passe finalement avant et même après? Mais c'est plus important. En fait, en gros, donc, comme je t'ai dit, moi, au moment où c'est arrivé, je vivais en Angleterre. Donc, tu vois, parce que c'était conflictuel aussi, j'avais pris aussi un peu mes distances. Mais en fait, c'est conflictuel aussi parce qu'il y a beaucoup d'amour. C'est juste qu'une manière de l'exprimer, ça peut être le conflit. Et donc, pareil, ça, c'est du temps à le comprendre et à le réaliser. Et donc, du coup, il y a vraiment ce côté, tu vois, on se retrouve à l'hôpital et on se saute dans les bras et en fait, on est hyper soudés. Mais en fait, le truc, c'est que derrière ça, il y a plein de tensions. Je vais donner un exemple. Les potes du rugby de mon frère qui veulent aller le voir à l'hôpital. Ma mère qui est complètement contre le rugby. Et donc, du coup, qui veut pas que ses amis viennent le voir. Et moi, je me dis, mais putain, il est dans le coma. Peut-être que ses potes, ses amis d'enfance soient là, ça va l'aider, tu vois. Et donc, du coup, mais ma mère s'y oppose. Et donc, moi, pour le bien de mon frère, je vais les faire aller voir mon frère, tu vois. Et donc, tu vois, c'est que des choses comme ça qui sont... Mais entre nous deux, et donc, du coup, elle va me dire, ouais, mais tu les laisses aller le voir, et du coup, on va s'embrouiller, donc il y aura du conflit. Mais pour moi, il est pour le bien de mon frère. Donc, tu vois, et c'est ça qui est compliqué, etc. Mais le fond, c'est juste que mon frère aille bien et qu'il aille mieux. Et quand ma mère voit que mon frère va mieux, du coup, elle est contente aussi. Donc, et elle veut pousser ses progrès. Et tu vois, donc, on est dans une dynamique qui est chouette. Après, pour autant, l'accident de mon frère, il a dévasté ma mère. Et du coup, même mentalement, ça a été hyper compliqué pour elle. Et donc, il y avait des actions qu'elle pouvait faire qui faisaient qu'elle était peut-être même ingérable, peut-être même plus que mon frère. Et donc, la situation était encore plus complexe à ce moment-là. Mais c'était simplement... l'amour était là. Et donc, du coup, avec l'amour, tu arrives à faire, à pardonner, à faire en fonction d'eux, tu vois. Donc, le conflit, il passe vie-août parce que si tu dois choisir, je sais pas, ton frère, il rentre, faut appeler les ambulances pour qu'il rentre. Qui le fait? Tu vois, en fait, t'es tellement ramené au concret et à la base des choses qu'en fait, t'as pas le choix. Genre, juste, on se met d'accord et on s'organise. Et du coup, après, par la suite, on passe les bons moments ensemble, les anniversaires. Enfin, tu vois, t'as toutes ces choses-là, mais t'es repris par le quotidien. Et après, par la suite, c'est aussi pour ça que je prends mon appartement. Parce que c'est plus facile d'être chacun chez soi et de passer que les bons moments, en fait. Tu vois, et puis c'est aussi... Moi, je me rappellerai toujours la première fois que j'ai pris mon appartement parce que c'était pas comme quand j'étais en Angleterre où je travaillais dans un pub, où j'avais une chambre dans le pub. Là, j'étais dans ma ville, j'avais mon appartement, mon premier appartement. J'étais hyper fier. Même ma mère, dans les messages que j'ai relus, c'est « Putain, tu te rends compte, t'as ton premier appartement. » Enfin, tu vois, t'as tout ce côté-là qui est génial et tu te sens devenir adulte. Et moi, en plus, comme je t'ai dit, j'avais le côté un peu père de mon frère. Que j'ai toujours encore un peu, mais maintenant avec malgré tout. Mais du coup, il y a vraiment ce côté, tu grandis plus vite à travers tout ça. Et après tous ces événements, tu retrouves une partie de ton frère, même après cet accident, les rééducations, le travail acharné derrière, et puis tu perds ta mère. C'est ça. Qu'est-ce qui se passe entre les deux et comment ça...
quel est le moment, à quel moment ça vient s'inscrire, cet événement? Alors, il faut savoir que du coup, quand Geoffrey il retourne à domicile, quand il a fini la rééducation, la réanimation, etc., en gros, mon frère a son accident en 2017. Il commence, on va dire que globalement, fin 2018, il vit avec ma mère chez elle. Moi, j'ai pris mon appartement. 2018-2019, c'est cette phase-là. 2019, il y a eu le séjour. Donc, moi, j'ai enfin trouvé ce que je vais faire par la suite dans ma vie. Donc, sauf que, du coup, je vais faire la rentrée 2020. Donc, ça se passe comme ça. Et là, à ce moment-là, donc, je commence mon école d'éduc. Ça fait genre 2 mois que j'y suis. Et j'ai un peu ce truc, j'ai toujours été anxieux dans ma vie de qu'est-ce que j'allais faire. Ça y est, là, je l'ai. Et j'ai perdu ma mère. Je suis là, putain, je peux pas. Je pouvais pas avoir les deux. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a un peu ce côté, je commence enfin à avoir ma vie à Nice, à développer mes choses et tout, et il se passe ça. Et donc, du coup, au moment où ça arrive, en fait, mon frère vit avec ma mère. Et donc, c'est ma mère qui est l'aidante de mon frère. Et donc, je me dis, mais attends, mais comment on va faire? Parce que moi, de toute façon, j'ai mes obligations sur Nice, j'ai ma formation. Est-ce que lui va être en mesure de pouvoir vivre tout seul? Et donc, c'est pour ça qu'on se dit au début non. Et donc, c'est pour ça qu'avec ma compagne, on va chez lui. Et du coup, pendant 2 mois à peu près, parce qu'après, j'ai commencé mes stages où je devais être en présentiel sur Nice. Et donc, du coup, où on aménage le quotidien, où on se fait à manger ensemble. Enfin, tu vois, il y a tout un côté, on vit ensemble. Et donc, du coup, je peux voir vraiment quels sont ses besoins, comment y répondre, etc. Et donc, tout ça, et à la fois, je suis en deuil. À la fois, il y a des moments où tu pars en crise de larmes, où tous les deux, on est dévastés, mais on est ensemble. On se soutient. Il y a mes grands-parents qui sont pas loin. Donc, on est un peu tous ensemble. Donc, ça soude ça. Après, moi, concrètement, je pense que la chose la plus dure que j'ai eu à faire dans ma vie, ça n'a pas été d'être vulnérable face à mon frère et lui dire ce que j'avais. Ça a été d'appeler mon grand-père et de lui dire que sa fille est décédée. Et ça, même encore maintenant, tu vois, c'est quelque chose dont je pense souvent. Et même lui, il est très rationnel, tu vois. Pour lui, déjà, l'accident de mon frère, c'était quelque chose de très compliqué. Mais là, la mort de sa fille, en plus, elle est plus là. Alors que lui, il est encore là, tu vois. Alors que moi, au contraire, on a un peu une vision différente. Moi, pour moi, c'est ma mère. Donc, dans la logique des choses, ma mère, elle est décédée avant moi. Bien sûr, je pensais pas à ce moment-là. Alors que mon petit frère, c'est contre la nature. Donc, moi, j'avais vraiment quelque chose de... Non, le plus grave, c'est ce qui arrivait à mon frère, tu vois. Donc, il y a un peu ce côté-là aussi où... Entre générations, on se comprend pas forcément, mais on revient. C'est pas parce qu'on se comprend pas qu'on s'aime pas. Et donc, il y a aussi ce côté-là. Et donc, on essaye un peu de réorganiser un peu la vie de mon frère. Il va beaucoup moins en centre de rééducation. Donc, c'est aussi quels sont tes choix maintenant? Qu'est-ce que tu vas donner comme sens à ta vie? Et à la fois, moi aussi. Parce que j'ai ma formation, ma compagne aussi. On est tous jeunes à ce moment-là. Et donc, on repart au bout de 2 mois. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que au bout de quelques semaines, quelques mois, mon frère va rencontrer une femme. Et donc, et là, pour lui, c'est fantastique. Cette femme, elle a 45 ans. Elle prend en compte son handicap. Ils vont avoir une relation amoureuse tous les deux. Et donc, lui, il se dit, mais c'est génial, malgré mon handicap, j'arrive à encore plaire. Enfin, tu vois, ces choses-là. Et moi, très tôt, rapidement, je me pose des questions par rapport à cette relation. Et je suis un peu le grain de sable là-dedans, on va dire, tu vois. Et du coup, des choses bêtes, tu vois, avec ma compagne, on va récupérer mon frère. Il a une hémiplégie, il a des valises. Elle le laisse descendre tout seul, elle ne vient pas. Tu vois, c'est que des petits détails, c'est pas des grosses choses. Mais moi il m'en faut pas plus. Genre, quand je crois beaucoup en mon intuition, pour moi, c'est quelque chose qui est hyper important. Et à ce moment-là, j'avais l'intime conviction que ça allait pas. Et donc, du coup, j'en parle avec mes grands-parents et eux, ils trouvent un peu des excuses. En plus, ils la connaissent, ils font des fois des repas ensemble. Mais du coup, c'est des repas avec eux et moi, des repas avec nous. On peut pas se voir parce que, en fait, on part en vacances. Donc, c'est vrai que je dis tout ça, mais on repart encore en vacances avec mon frère. Et en fait, pendant la semaine de vacances, mon frère est 24 heures sur 24 au téléphone avec des oreillettes avec sa compagne. Elle ne le laisse pas, enfin pour moi, profiter de ses vacances. Elle entend tout ce qu'on dit, enfin tout le temps. Enfin c'est hyper intrusif. Et donc du coup, et elle lui dit d'aller enregistrer ses bagages tout seul, qu'on ne doit pas l'aider, qu'il ne doit pas nous attendre. Enfin que des choses bizarres et tout. Et moi, au moment où je pète un câble, elle m'envoie un pavé pour m'expliquer comment m'occuper de mon frère, que c'est une personne en situation de handicap, qu'il faut être gentil avec lui. Enfin, des trucs qui pour moi sont lunaires. Et à ce moment-là, il est encore au téléphone avec elle.
Donc, je prends le téléphone, je suis un peu impulsif et je dis tout ce que je pense. Mais d'une manière très virulente à ce moment-là. Et donc, du coup, ça a été un peu le déclencheur en mode, ok, Stéphane, donc mon frère me dit, tu t'entends pas avec ma compagne, tu l'as insulté, parce que c'est ce qui arrivait. Du coup, on va un peu moins se parler tous les deux, on va moins être en lien, etc. Et en fait, petit à petit, en fait, tout contact avec mon frère est coupé. Et donc, du coup, moi qui pensais justement, tu vois, notamment à travers l'accident, à travers toute cette relation fusionnelle qu'on avait, etc., j'arrivais pas à comprendre comment elle avait réussi à lui retourner la tête, parce que, entre guillemets, c'est ce qui était arrivé, pour que nous, on n'ait plus de relation tous les deux. Et donc, de là, au bout d'un moment, ça devient insoutenable. Et donc, je me dis, écoute, je vais y aller, je vais aller m'excuser, je vais aller rencontrer cette dame. C'était très stratégique, hein. C'était pour montrer que c'était pas à cause de ça, que c'était juste un prétexte. Et du coup, grâce au fait que je me sois excusé, j'ai pu avoir accès à des documents, j'ai pu voir que les comptes de mon frère étaient vidés régulièrement par elle. Enfin, en fait, j'ai petit à petit, ça m'a bien pris 6 mois, 1 an, où j'ai pu vraiment constituer un dossier de toutes les preuves, de tout ce qui était en train de se passer avec mon frère, et pour qu'ensuite on puisse arriver à cette mise sous curatelle, à cette protection, parce que lui, il n'y voyait rien, quoi. C'est dingue. Ouais. Et aujourd'hui, alors, comment tu as pu récupérer ton frère, même après, quelles étaient finalement les conséquences ou les séquelles de toute cette période? C'est quelque chose... La première chose, c'est donc vraiment ce qui a sauvé la situation, c'est une curatelle. Ouais. En fait, c'est de lui faire prendre conscience et de voir que la situation était anormale et que lui, s'en rendait pas compte. En fait, lui, il avait vraiment un biais de je suis en situation de handicap. Il faut que je compense financièrement à mon handicap. Et donc, elle en profitait. Ouais. Et donc, du coup, ça a été de lui montrer que c'était pas normal et que une relation, c'était pas ça. Et donc, ça joue aussi énormément sur la confiance en soi, ce genre de choses. Et donc, au début, la première étape, ça a été l'énervement. Lui, il m'en voulait énormément d'être à l'initiative de cette mesure. Et en fait, par la suite, il a pu se rendre compte que, en fait, lui, il avait vraiment en tête que c'était pas le cas, qu'il se faisait pas exploiter, que il avait pas d'argent, il avait pas de loisirs, etc. Mais pour lui, c'était normal. Moi, dis-toi, j'ai pleuré en voyant les relevés de compte, ses relevés de compte à lui, parce qu'en faisant tout mon dossier, mes recherches, etc., je me suis rendu compte qu'en fait, il ne pouvait jamais rien dépenser pour lui. Et en fait, qu'il y avait une fois dans le mois où il sortait, il allait acheter, il prenait un café, on va dire, il se faisait plaisir, mais ça arrivait une fois dans le mois quand il avait ses sous, et après, tout partait sur son compte à elle, et elle lui disait, non, mais tu vois, t'as tout dépensé. Ah ouais. Tu vois, et donc du coup, ça jouait sur ce genre de choses-là, qui du coup étaient très malsaines, et donc quand il a compris ça, il a pu exprimer pendant la curatelle, ok, j'en ai besoin, ok, ça m'a sorti de cette situation, ok, j'ai pu renouer avec mon frère. Il m'a dit des choses, il me disait, tu sais, pendant ce temps-là, moi, parce que des fois, il m'appelait, il me disait des insanités, il m'insultait parce qu'elle était derrière et qu'elle lui disait de le faire. Et il me disait, mais tu sais que le soir, dans la nuit, quand je dormais, j'hurlais ton nom et elle m'en voulait. il me dit, je suis sûr que tu le fais exprès, tu me parles de ton frère, tu me dis que ton frère, il veut que ton bien, mais c'est pas vrai. Elle essayait un peu de le retourner par rapport à ça. Ouais. Et donc, du coup, c'était très dur parce qu'en plus, mine de rien, quand t'es en situation de handicap, t'es déjà isolé. Genre, mon frère, il a eu son accident. Petit à petit, en plus, il a fait un procès, donc, comme je t'ai dit, contre le club de rugby. Tous ses amis du rugby lui ont dit écoute, tu sais, la vie, c'est compliqué maintenant. T'es en fauteuil ou t'es en situation de handicap. Pour sortir, c'est plus comme avant, etc. Et en fait, il s'est retrouvé sans amis. Avec elle, pareil, elle l'isolait le plus possible. Elle essayait toujours de se faire bien voir de la famille. Et moi, j'étais la personne qui montrait bien qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Et donc, du coup, c'était très dur. Et en plus, moi, je l'en voulais à cette dame-là parce que ma mamie, elle a 94 ans. Genre, elle a un écart avec mon papy. Enfin, tu vois, c'est une autre génération. Et je sais que j'aurais pas un nombre illimité de Noël avec elle. Et donc, elle nous forçait, par exemple, à faire Noël en séparé. Sans mon frère. Tu vois, enfin, c'était tout des choses qui... Et en fait, c'est pour ça... Et c'est pour ça qu'au bout d'un moment, on parle de l'ego. On en parlait de l'ego tout à l'heure. Où je me suis dit... Mets ton ego de côté, va t'excuser. Pour moi, ça me paraissait inconcevable. Ouais. Malgré tout, va t'excuser parce que peut-être que grâce à ça, tu vas pouvoir continuer à voir ton frère, avoir des infos, faire en sorte de le sortir de cette situation-là. Et ça a marché. Ouais. Et donc, du coup, tu vois, des fois, le seul frein, c'est l'ego. Et donc, en gros, désolé, je fais que drive. mais Edgar Yves, il a perdu son père. Ouais. Genre, c'est un humoriste. Et il dit, pour moi... Être fâché avec quelqu'un, ça veut dire que s'il meurt,
Ça veut dire que je suis OK avec ça. Ouais. Et du coup, moi, j'étais fâché avec mon frère. Mais alors, s'il mourait, j'étais la dernière personne sur Terre. Enfin, j'allais m'en vouloir toute ma vie, tu vois. Et donc, j'ai trouvé le moyen, même si pour moi, c'était aller voir le diable et m'excuser, tu vois. Mais ça m'a permis de pouvoir renouer avec lui et après, petit à petit, de pouvoir continuer et de pouvoir le sauver, tu vois. Et donc, du coup, mon frère, un soir, elle l'a viré de chez elle à 3h du matin. Mon frère a réussi à passer son permis après avoir eu son accident. Ah ouais. Donc, il l'a obtenu là en 2023. Un soir, à 1h du matin, bien sûr, elle lui a vidé ses comptes. Elle le vire de chez elle. Mon frère, il prend sa voiture à 1h du matin, il rentre par une route hyper dangereuse, il percute une famille. S'il n'avait pas percuté cette famille dans la voiture, lui, il serait mort parce qu'il y avait un ravin en face. La famille, miracle de la vie, ils ont absolument rien. Enfin, ils ont fait de la rééducation, mais ils ont rien de grave, etc. J'ai pu les rencontrer, échanger avec eux, etc. par la suite. Mais en gros, tu vois, encore une fois, il y a eu cet accident-là, et ce soir-là, j'appelle mon frère, et mon frère veut je sais pas, je sens qu'il s'est passé un truc grave. Tu vois, on revient sur l'intuition. Et je lui dis, Joe, genre, ça fait 3 jours que tu me parlais plus alors que tu me reparlais. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi et tout. Il me dit, je suis désolé, je peux vraiment pas te dire, etc. Il me fait, de toute façon, si tu veux me parler, il faut qu'on s'appelle ou qu'on se voit en vrai. Je suis là, mais attends, mais t'es dans quoi je suis, tu vois? Il est 1h du matin, je prends ma voiture, je fais chez lui. Et là, il m'explique qu'il vient d'avoir un accident de voiture, que ça fait 3 jours qu'il est à l'hôpital, qu'il a percuté une famille. Enfin, tu vois. Et en fait, il l'avait mis, elle, en contact d'urgence. Elle avait dit, surtout, tu dis rien à personne, etc. Enfin, tu vois, que des choses en mode... même si c'est des choses hyper vitales, et donc, tu vois, c'est tous des éléments que j'ai pu mettre après dans le dossier, etc. aussi. Mais vraiment quelque chose de malsain et où il s'était mis, où c'était inextricable. Lui, il avait en tête que c'était impossible de sortir de cette situation. Ouais. Et en fait, c'est pour ça que les mesures de protection existent. Et du coup, c'est pour ça que moi, je dis que... la curatelle a permis de rendre la liberté à mon frère. Alors que c'est une mesure qui te contraint normalement. Mais là, au contraire, on a pu se revoir, j'ai pu le mettre dans une nouvelle institution où il a pu tester quelles étaient ses capacités pour se mettre à travailler. Là, on est dans une démarche où il cherche justement comment travailler. Et donc, c'est fou, en fait, tout ce qui a pu en découler de simplement cette mesure-là qui, à la base, est là pour te contraindre. Et heureusement, finalement, qu'il y a eu cette solution-là pour pouvoir... retrouver un chemin qui lui convienne ou du moins un environnement qui lui permette d'avoir cette liberté. Ah mais complètement, on a la chance justement d'avoir des... Et encore que, ça a été très compliqué parce que j'ose même, pour mettre quelqu'un sous curatelle, tu te rends pas compte de à quel point c'est compliqué. Et la chance que j'ai eue là-dedans moi, c'est d'avoir fait des études d'éducateur spécialisé surtout. Ouais. C'est qu'en fait, j'ai pu comprendre à quel point c'était important de travailler en réseau. Je parlais avec des gens dont on parlait la même langue. Et donc, quand on expliquait les choses, je demandais à des endroits où il avait été en structure comment ça se passait pendant qu'il était avec elle. Et eux avaient remarqué des choses. Et donc, du coup, on a pu vraiment faire un gros travail en réseau. En plus, moi, j'étais dans le 06, c'était en 83. Moi, mon taf, à ce moment-là, dis-toi pendant que je faisais le truc, c'était de gérer les situations les plus complexes des Alpes-Maritimes en lien avec le handicap. Et lui, il rentrait à 100% là-dedans, mais dans le 83. Et donc, j'avais pas la main sur ça, tu vois. Mais j'avais les connaissances pour le faire. Et donc, du coup, ça a été génial parce que je pense que si j'avais pas été éducateur spécialisé, j'aurais jamais pu mettre mon frère... j'aurais jamais pu le protéger, tout simplement. Ouais. Et aujourd'hui, alors, comment ta vie s'inscrit dans tout cet environnement après tous ces événements? Comment ça s'inscrit? À l'heure actuelle, je pense notamment à travers mon projet, donc de création d'agences de voyage adaptées. Je pense qu'il y a vraiment ce côté accompagner les personnes à pouvoir partir en vacances. Mais il y a aussi ma vie familiale. Donc, je suis proche de mon frère, je suis aidant de mon frère. Je suis donc subrogé curateur de mon frère. Donc, je veille à ses intérêts par rapport à son curateur. Parce qu'on entend toujours des histoires comme quoi... parce que c'est aussi quelque chose qui m'énerve, que les curateurs ils sont là pour voler l'argent des gens. Moi, je trouve encore... C'est pour ça que je l'illustre à travers cette solution, à travers mon histoire. Mais en fait, pas du tout. Les curateurs, ils prennent 10 € par mois pour faire la même mesure de curatelle. Donc, c'est des choses un peu... Les gens se rendent pas compte, en fait, que les mesures de protection, elles sont vraiment là pour sauver des gens. Et la mort de ma mère, elle me fait être, je pense, quelqu'un plus à l'écoute, quelqu'un qui réalise ses rêves, et aussi quelqu'un qui essaye d'avancer comme il le peut, avec ses armes. Tu vois, je ne suis pas le meilleur du monde, je le serai sûrement jamais,
Mais par contre, j'essaye de faire le mieux possible. Et donc, je pense que mon mieux possible, il a été un peu plus haut. Et qu'il a pu être un peu mieux parce que ma mère n'est plus là et que j'ai réussi à me servir du deuil pour ça. Tout à l'heure, tu as parlé de l'absence du côté paternel. Aujourd'hui, si tu te revois il y a quelques années, peut-être même le plus loin que tu te souviennes, est-ce que tu arrives à identifier un moment où tu aurais eu besoin de toi, mais de l'adulte que tu représentes aujourd'hui ? C'est dur de répondre à cette question parce que justement, comme on l'a dit, comme je l'ai dit en tout cas, tu te construis différemment. Je pense que du coup, moi je me suis construit sans un papa, ou sans une figure paternelle en tout cas, même si mon grand-père sur certains points a pris ce rôle-là, même s'il a toujours su bien rester à sa place par rapport à ça. Mais du coup, je pense pas que j'aurais eu besoin parce que, comme je dis, je veux pas changer une virgule. En fait, je suis qui je suis maintenant parce que, justement, j'ai eu tout ça. Est-ce que je me serais autant impliqué ? Est-ce que je serais aussi responsable par rapport à la vie de mon frère ? Des fois, je me pose la question, est-ce que c'est pas le destin, justement, que j'ai toujours eu un peu ce rôle différent, un peu de papa avec mon frère, et que là, comme par hasard, il y a cet accident qu'il ait été mis dans cette situation-là. Si j'avais été un frère lambda, peut-être que j'aurais lâché beaucoup plus tôt. Mais moi, à mon sens, c'était impossible. Et donc, du coup, tu vois, peut-être qu'effectivement, si j'avais eu un père comme moi, à ce moment-là, c'est lui qui aurait fait les démarches. Mais je peux même pas le savoir, parce que on sait même pas comment les individus se comportent. Mon grand-père était là, par exemple, pendant cette situation, et pour lui, elle lui convenait, et il voyait pas tout ça, tu vois. Donc, c'est pas forcément parce qu'on est plus âgé, ou parce que on imagine, tu vois, un père fantasque qui pourrait répondre à tous nos besoins. Comme je t'ai dit tout à l'heure, je l'ai vraiment déconstruit. En fait, je sais que les parents, c'est juste des adultes, c'est juste des gens qui font ce qu'ils peuvent. Et donc, du coup, est-ce que ce parent aurait pu faire ça ? J'en sais rien. Tu vois ? Et je préfère pas l'imaginer. Et si je te dis aujourd'hui que le micro qu'il y a devant toi, il peut diffuser un message, tout ce que tu vas dire va être entendu par toute la Terre et peut-être même arriver aux oreilles d'une personne qui a traversé peut-être ce que tu traverses et ce que tu as traversé et qui se trouve peut-être dans cette situation actuellement. Quel message t'aimerais délivrer ? Franchement, le plus important, et c'est aussi pour ça que je confie ça, aussi ces vulnérabilités, ce parcours, ces embûches que j'ai pu avoir, c'est vraiment, ne serait-ce que s'il y a une personne qui se dit, mais en fait, il y a toujours de l'espoir. Moi, c'est ça que je veux. Des fois, ça me fait trop rire, parce que quand je rencontre des gens, ils me disent, mais toi, t'as de la poisse dans ta vie. Vraiment, il y a des gens qui me disent, mais t'as pas de chance, tu vois. Et moi, au contraire, moi, j'ai l'impression, dans ma vie en tout cas, j'ai l'impression que je suis quelqu'un qui est plutôt chanceux. Tu vois, et c'est fou et c'est hyper contradictoire. Et en fait, l'idée, c'est que vraiment, tout n'est que perception. Et ça, c'est quelque chose, en plus avec ma compagne, avec Julie, on en parle beaucoup. Mais en fait, tout n'est vraiment qu'une perception. Et en fait, quand il se passe quelque chose de mauvais, en fait, il se passe juste quelque chose. C'est dans la vie, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de bonnes choses ou de mauvaises choses. Il y a juste des choses et il y a ta perception de ces choses-là. Et donc, en fait, moi, ce que j'aimerais dire, c'est qu'en fait, cette situation que tu vois, ce problème auquel tu es confronté, c'est peut-être pas un problème. C'est peut-être l'occasion de te faire grandir. Il y a une phrase que j'aime beaucoup qui est aussi on ne te donne pas une épreuve que tu n'es pas prêt à relever. Donc, tu vois, on est beaucoup sur ce côté que tout ce qui se passe, c'est pas pour rien. Et donc, du coup, j'ai vraiment, moi, ce truc de se dire, mais comment je peux m'en servir plutôt que d'être effondré. Mais ça n'empêche pas d'être effondré. C'est pas mal parce que pour autant, tu es effondré. Je pense qu'il y a des moments où tu as besoin d'être effondré. Moi, il y a des moments où je me mets en boule et où je pleure et où ça va pas. Mais il y a aussi des moments, tu vois, là, on est aujourd'hui, pour moi, c'est une date symbolique, le 22 novembre. Donc, c'est la date où j'ai perdu ma maman. Et pour autant, je suis là à en parler aujourd'hui. Il y a un an, il y avait un article de presse qui était sorti que j'avais réalisé aussi le 22 novembre. Donc, si je peux donner du sens à cette journée et faire en sorte que ça influe sur la vie des autres et que peut-être ça puisse les inspirer ou les aider, j'en suis ravi. C'est aussi pour ça, tu vois, que j'ai disséminé par-ci par-là un peu des références. Tu vois, s'il y a quelqu'un qui peut aller écouter les travaux de Christophe Auré qui vit le deuil, mais avec plaisir. Moi, depuis que j'ai eu ma propre expérience, quand j'ai des gens qui me parlent et qui me disent voilà, je viens de perdre un proche et ça va pas du tout, parce que forcément on se confie plus facilement à quelqu'un qui a déjà vécu ça, je leur dis il faut que tu achètes ce livre, il faut que tu regardes cette conférence sur YouTube, parce qu'il y a une conférence de 1 heure sur YouTube, parce que moi, en fait, c'était devenu mon rituel. Avant de venir, par exemple, faire un podcast, etc., le 22 novembre,
j'allais regarder cette vidéo sur le deuil pour savoir où j'en étais. Je voulais savoir à quelle phase j'étais, où est-ce que j'en étais. Je voulais lire ce livre. Je voulais un peu me nourrir justement de tout ça pour en faire quelque chose. Je savais pas quoi, parce que tu vois, c'est jamais... Mais je voulais juste comprendre le processus, savoir dans quoi je m'engageais. Tu vois, quand tu commences, tu te dis, mais est-ce que toute ma vie je serais comme ça, ou est-ce qu'un jour, c'est bon, le deuil, je l'aurais fait. Ouais. Tu vois, faire son deuil. Ouais. Ça n'a aucun sens. Cette expression, elle veut rien dire. T'as perdu ton père, t'as perdu ta mère, t'as perdu ton fils. Est-ce que tu crois qu'un jour, tu vas l'oublier ? Tu vois, jamais ça va arriver. Et donc, du coup, il y a vraiment ce côté, mais si tu le sais pas, quand ça fait 1 an, par exemple, c'est beaucoup centré sur le deuil, mais quand ça fait 1 an que tu fais des efforts, que tu te bats, et qu'il y a le premier anniversaire qui arrive, et que tu te craches, et que tu te dis, mais c'est pas possible, je ne progresse pas, ben non. En fait, c'est simplement les phases naturelles du deuil, et c'est normal. Et donc, c'est ça que j'aimerais que vraiment les gens aient en tête, que ta souffrance, t'en fais ce que t'en veux, mais de toute façon, tout va te traverser, et donc n'aie pas en tête que y a des mauvaises situations. Il n'y en a pas forcément vraiment, c'est juste toi, ta perception. Ouais. Et t'es dans quelle phase actuellement ? Du deuil ? Ouais. Ah ben heureusement, la dernière. La dernière, elle consiste un peu en... la dernière phase, moi je l'appellerais même la résilience, mais j'arrive même à voir de la beauté, tu vois, c'était un peu mon discours, à voir de la beauté dans la perte de ma mère. Parce que ça m'a permis d'être un éducateur plus attentionné, en fait, je pense que je suis un meilleur humain grâce à ça. Et donc, du coup, et même, comme je disais, j'enlèverai pas une virgule. Donc, bien sûr, je dis que j'enlève pas une virgule, mais si demain, tu me dis, OK, t'as vu tout ce que t'as appris, t'as vu toute la souffrance que t'as eue, etc. Si on te l'enlève, mais qu'en échange, tu as de nouveau ta mère, bien sûr, j'y vais. Bien sûr, je dis, OK, je m'en fous de tout ce que j'ai appris, tu vois. Mais à la fois... ça serait aussi un mensonge de dire ça. De toute façon, je sais que c'est pas réel. Donc, tu vois, c'est une promesse irréelle, mais ça n'arrivera pas. Et donc, du coup, vu que ça n'arrivera pas, faut faire avec, il faut faire autrement. Et donc, du coup, c'est comme ça que je fais. Et est-ce que tu penses qu'il faut effectivement avoir connu de la grosse peine, de la grosse douleur, une souffrance pour pouvoir être une meilleure personne, pour pouvoir mieux comprendre certaines choses, ou pour pouvoir évoluer de manière plus drastique ? Alors, je pense que l'évolution plus drastique, ça oui. Je pense que vraiment, après, c'est chacun, mais je pense pas qu'on change fondamentalement parce qu'il nous arrive quelque chose. Tu vois, c'est un peu l'image, comme moi, quand je m'en suis pris à ce garçon qui s'en était pris à mon petit frère. J'ai pas changé parce que je suis passé devant le juge. J'ai changé parce qu'à un moment, j'ai compris quelque chose. Et donc, en fait, je pense que c'est ça... Je pense que c'est ça qui est le plus important. C'est que c'est pas parce que tu traverses des mauvaises choses, ou des bonnes choses même d'ailleurs, c'est pas parce que tu vas forcément devenir quelqu'un de meilleur, que tu vas forcément vouloir te dépasser. Non. Il y a des personnes, peut-être même qui vont jamais passer outre et qui vont être dans une boucle. Et tu vois, et c'est pas mal. On réagit tous différemment. Par contre, je pense effectivement que si tu veux changer de manière drastique, ce genre d'événement, ça va pouvoir t'aider dans ta démarche. Mais ça va pas l'initier. Ça va juste... Tu vois, moi, je suis quelqu'un qui avait toujours voulu vivre à 100%. Mais je pense encore plus maintenant. Tu vois, mais je suis pas passé du tout au tout. Ça a pas... Et ça me définit pas non plus. Tu vois ce que je veux dire ? Genre, je suis pas que le frère d'une personne en situation de handicap. Je suis pas que l'enfant qui a perdu sa mère. Tu vois, il y a beaucoup de choses où on peut se dire « Ah, mais il n'y a que ça ». Pas vraiment. On adore nous mettre dans des cases, mais ça va être compliqué de m'en mettre dans une. Tu vois. Et comment tu te définis alors aujourd'hui, Stéphane ? Comment je me définis ? Déjà, j'aime pas me définir par rapport au travail. Donc, ça, c'est compliqué. Je l'ai enlevé d'office parce qu'on a très peu parlé de travail. Parce que sinon, ma question aurait été, sans ton travail, sans ton statut, comment tu te définis ? Ouais, tu vois, parce que souvent, c'est ce qui est mis en avant en premier. Vraiment, moi, je pense que je suis un humain qui fait de son mieux. Si je devais me donner une définition, je pense que ce serait celle-là. Parce que je suis conscient de mes faiblesses, je suis aussi conscient de mes forces. J'essaye de les sublimer, j'essaye de m'appuyer dessus. J'ai de la chance de pouvoir partager ma vie avec quelqu'un justement qui comble aussi ça. Un truc qui me définit par contre, et j'essaye, c'est un peu aussi une croyance limitante,
j'ai du mal à l'équilibre. Tu vois, on parlait notamment au début d'homéostasie, etc. Par rapport à l'équilibre, je suis quelqu'un qui voit vraiment un équilibre en mode sur un mois, je vais travailler 3 semaines à fond, je vais rien faire du tout pendant une semaine. Ouais. Et là, justement, j'essaye un peu de changer cette croyance-là et de plutôt avoir un équilibre de chaque journée. Et ça, c'est quelque chose qui est plus récent et que j'essaye de mettre en place là. Et donc, j'aimerais que ce soit quelque chose qui me définisse par la suite. Vraiment, tu vois, cette stabilité qui permet une évolution plus linéaire et plus saine, en fait, tout simplement. Donc, voilà. Merci beaucoup, Stéphane. Merci à toi. Merci pour cet échange, avec énormément d'événements, avec énormément de leçons aussi, de prise de conscience. Donc, merci pour ce bel échange. Un grand plaisir à toi et bon courage pour le montage. Ouais, c'est clair. Je vais m'éclater. On y va pour le clap de la fin. Allez. T'as quelque chose à rajouter? Merci, Jurcia. Ah, avec plaisir. Yes. Toujours synchro. Toujours synchro.